Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde consacrée à l'entreprise et à la transition écologique. Je suis Vincent Pessionne, chargé de mission pour l'industrie du futur à la direction générale de l'Institut Mines Télécom et co-animateur de cette table ronde. Bonjour, je suis Valérie Laforêt, je suis enseignant-chercheur à l'Institut à Mines Télécom, à l'Institut Fayol de Mines Saint-Étienne et je suis responsable du département Génie de l'environnement et organisation, membre de l'UMR Environnement, Ville et Société et je suis co-animatrice de cette table ronde. Alors nous allons tout d'abord introduire le sujet. Pour introduire le sujet, nous pouvons d'abord constater que la transition écologique s'est imposée dans le débat public. La mobilité construction, le numérique, l'industrie manufacturière, les services, les industries de réseau, transport, télécommunications, eau, énergie, l'agriculture, tous les secteurs d'activité font aujourd'hui l'objet d'annonces visant à réduire leur impact environnemental. Les grandes problématiques sont connues, crise climatique avec le réchauffement planétaire, crise des matières avec la consommation et l'épuisement de ressources non renouvelables, crise environnementale avec la détérioration des espaces. Elles posent à long terme la question de la soutenabilité de nos sociétés et de nos modes de vie. S'ajoutent à cela d'autres problématiques globales qui se superposent et sont amplifiées par la crise écologique, la démographie, les inégalités sociales et économiques, les nouvelles rivalités entre puissances. Sur le plan national, cette transition écologique s'inscrit dans un paysage économique caractérisé par la désindustrialisation, la crise sociale des zones rurales et périurbaines, symbolisée par les gilets jaunes, et les enjeux de souveraineté que sont venus cruellement rappeler la crise sanitaire. Ainsi, la crise et la transition écologique ne se limite pas à répondre aux grandes problématiques que nous avons évoquées, mais rentre dans un écosystème beaucoup plus large d'enjeux interconnectés. Alors, l'entreprise dans tout ça, quel peut être son rôle dans la transition écologique? Quelle place pour la technologie? Comment peut-elle concilier les impératifs contradictoires soulevés par la crise écologique? Quelle place pour les jeunes ingénieurs? Quid des organisations? C'est à ces questions que nous vous proposons de répondre avec nos invités. Oui, donc pour débattre sur tous ces sujets, nous allons donc accueillir pendant cette table ronde 4 personnalités que je vais vous présenter et qui ensuite interviendront les uns à la suite des autres et nous passerons à la suite de ces interventions. Nous passerons donc à un débat que Vincent et moi nous animerons. Donc, pour commencer, nous écouterons donc Philippe Iwix. Philippe, vous êtes ingénieur centralien. Au début de votre carrière, vous avez travaillé dans le domaine de la construction, puis en conseil, en stratégie et organisation. Et puis, depuis 13 ans, vous êtes à la SNCF. En décembre 2019, vous êtes nommé directeur général adjoint de la filiale AREP de la SNCF, qui est une agence d'architecture pluridisciplinaire. Et vous êtes notamment membre du conseil d'administration de l'Institut Momentum. Vous êtes un spécialiste de l'épuisement des ressources minérales et promoteur des low-tech. Cela s'est traduit par plusieurs ouvrages ou essais sur les questions environnementales. Donc, je peux citer notamment L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable qui est paru au Seuil dans la collection Anthropocène en 2014. Et puis, Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, toujours au Seuil dans la collection Anthropocène qui est paru en 2019. Nous accueillerons ensuite Alban Godard. Donc, Alban, vous êtes ingénieur de formation de l'IMT Atlantique et vous vous intéressez depuis 15 ans aux activités humaines à fort impact environnementaux et sociaux, tels que l'énergie, la mobilité, le développement urbain et l'agriculture. Vous avez débuté votre carrière auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique avant de devenir chef de projet au sein d'une grande ingénierie un système. Vous avez ensuite effectué un voyage bas carbone en Asie avant de prendre la direction de l'Urban Lab de Paris, qui est un opérateur d'expérimentation urbaine. Et avant de rejoindre la fondation Good Planet, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous avez travaillé pendant 2 ans sur les enjeux urbains, agricoles et alimentaires, notamment dans le cadre du débat public sur la politique agricole française, mais aussi avec la communauté écotable dont vous êtes administratrice. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Nous passerons ensuite la parole à Monsieur André de Villard. Donc André, vous êtes ingénieur Télécom Paris.
Vous êtes depuis 30 ans ingénieur chez Michelin, où vous avez un passé important dans les télécommunications, la gestion relations clients et les solutions PLM. Durant votre carrière, vous avez été amené à travailler dans divers pays, en Asie ou aux États-Unis. Vous êtes actuellement IT Fellow. Vous êtes responsable de l'architecture du groupe, architecture au niveau informatique, depuis 2 ans, et correspondant à la DSI, à la direction digitale durable. Donc, merci d'être avec nous et de nous faire partager votre expérience. Et puis, nous terminerons donc ce tour de table par Madame Marie-Claire Caïto, donc présidente du groupe CGT au CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes actuellement en charge de l'industrie. Vous avez été pendant le mandat précédent en charge de l'industrie de l'environnement et du numérique. Vous vous êtes intéressé d'une part aux enjeux de la réindustrialisation de la France, qui a donné lieu en 2018 à un ouvrage dont vous êtes l'auteur, Industrie, un moteur de croissance et d'avenir. Et puis à la définition et aux priorités de mise en œuvre des filières stratégiques, qui a donné lieu à un deuxième ouvrage en 2021, dont vous êtes co-auteur avec Frédéric Griveaux. Donc cet ouvrage s'appelle Filières stratégiques, définir et mettre en œuvre les priorités. Merci d'être avec nous ce matin pour ce débat autour de la transition écologique. Donc, je vais passer tout de suite, sans transition, la parole à Philippe Biwix. Je vous remercie fortement d'être avec nous ce matin. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Valérie. Alors, je ne sais pas si je suis on stage là du coup. Voilà, ça y est. Donc, sous votre contrôle, Valérie Vincent, en 10 minutes chrono, j'avais envie quand même de revenir sur ces grands challenges, qui est le titre de la table ronde. En fait, c'est un défi immense, évidemment. D'abord, un défi climatique, on va pas perdre de temps là-dessus. Enfin, on a quand même un double coup à jouer sur la question de l'atténuation, évidemment, mais aussi de l'adaptation, parce que malheureusement, le coup est parti et le climat est déjà en train de changer, et il va changer de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on avance. La question des ressources, bien sûr, alors les énergies fossiles, mais aussi toutes les ressources non renouvelables, en particulier métalliques. Alors j'aurais juste remettre un chiffre sur la table. L'humanité a extrait de la biosphère et de la lithosphère, de la croûte terrestre, à peu près 90 milliards de tonnes l'année dernière. 80 milliards, donc c'est plus de 10 tonnes par terrien, évidemment tout ça étant assez mal réparti. Ce chiffre-là, il a été multiplié par 3 depuis les années 70, et on s'attend à ce qu'il soit à nouveau multiplié par 2 d'ici les années 2050-60. Donc c'est vraiment un extractivisme massif, et donc qui n'est pas durable sur le long terme. Et puis à l'autre bout, on va trouver la question des déchets. Alors on voit sans doute nos déchets ménagers quand on jette à peu près 1 kilo par personne et par jour dans un pays comme la France. L'industrie, elle, jette 4 kilos par jour et par habitant. Donc c'est des choses qu'on voit pas forcément parce que c'est subtilement mis dans des décharges à gauche et à droite. Mais bon, voilà. Et puis on a aussi tout ce qui est pollution durable des océans, des sols, etc. Alors, en face de ce constat un peu difficile, comment se réinscrire dans les limites planétaires? On va convoquer tout de suite la croissance verte avec un certain nombre de solutions. Alors, c'est les énergies renouvelables, la décarbonation des transports avec les voitures électriques, les smart cities, l'hydrogène, le numérique, peut-être même l'intelligence artificielle, IA for good, que sais-je. Bon voilà, en disant qu'on va de plus en plus optimiser, réussir à faire une économie à la fois circulaire et très légère, très dématérialisée. Aujourd'hui, on dématérialise donc pas du tout, vous avez compris, on extrait même les ressources de plus en plus vite et à un taux de croissance qui est supérieur à la croissance du PIB. Mais voilà, finalement, le progrès humain et le progrès technologique nous permettraient de faire ça. Malheureusement, il y a un petit peu des limites quand même à tout ça. Alors, d'abord, j'aurais juste dire que finalement, les solutions entre la belle solution sur
dans un laboratoire ou sur la paillasse d'une entreprise, entre ça et puis un déploiement massif et suffisant, à l'échelle suffisante et à la vitesse suffisante, il y a quand même un pas à franchir. C'est vrai que le numérique, le téléphone portable, le smartphone pour tout le monde, Internet, ça nous a donné une mauvaise habitude. La mauvaise habitude, c'est se dire finalement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno qui apparaît, tiens, dans les 5 à 10 ans, ça va pouvoir se répandre à toute vitesse sur la planète entière, comme l'a fait Internet quelque part, peut-être pas toute la planète exactement, mais enfin en tout cas une grosse partie. Ben, malheureusement, il y a peut-être d'autres secteurs où ça marche pas tout à fait comme ça, parce que là, en fait, on a rajouté une sorte de macro-système technique sur d'autres systèmes existants, qui étaient le système électrique, le système de transport, les systèmes logistiques. Voilà, il y a toute une infrastructure, et ces infrastructures, ben, elles sont pas forcément aussi évidentes à faire muter rapidement. Je pense par exemple à la question de l'infrastructure électrique, l'infrastructure énergétique, la question de l'isolation des bâtiments, la rénovation, etc. Tout ça, c'est un parc installé énorme, et donc l'effort industriel à déployer pour réussir à changer nos mauvaises habitudes et nos 80% d'énergie fossile d'aujourd'hui, va pas forcément être si simple que ça. Et puis il y a des choses qui sont à inertie aussi très longue. La question de l'urbanisme, la question des territoires, la manière dont aujourd'hui les populations sont réparties entre le logement, le travail, etc., qui va aussi être très long à faire évoluer. Et puis, on a aussi dans ces promesses technologiques toute une série de difficultés, à mon avis, sur le fait que voilà, ça risque de faire un peu pchit. La première difficulté, c'est la question des ressources, justement. En faisant appel à des high-tech, des choses très technologiques, beaucoup de numérique, les smart cities de demain, peut-être les voitures autonomes très partageuses, etc. Tout ça, ça consomme des ressources, ça consomme de l'énergie, et ça nous éloigne plutôt du recyclage. Je voudrais juste qu'on se dise que voilà, un téléphone portable ou un capteur ou un ordinateur ou un serveur de data center, c'est quelque chose qui est très très difficile à recycler, qui se recycle même très très mal. Les taux de recyclage de ces métaux-là sont souvent inférieurs à 1% à l'échelle mondiale. Ça donne une idée de la non-circularité de notre système. Et puis, il y en a d'autres contraintes qui sont l'effet rebond. On a l'efficacité technologique, finalement, elle existe, elle est réelle, elle est recherchée par les entreprises d'ailleurs. Quand on consomme moins de ressources, moins d'énergie pour produire quelque chose ou pour offrir un service, eh bien c'est bon même pour la compétitivité de cette entreprise. Donc c'est quelque chose qui a été toujours recherché et qui est réel. Mais malheureusement, la trajectoire technologique de l'humanité montre que à chaque fois qu'on a fait de l'efficacité technique, technologique, eh bien on a fait de l'effet rebond, c'est-à-dire que cette efficacité technologique, elle s'est transcrite en une efficacité économique, ça coûte moins cher finalement, et si ça coûte moins cher, eh bien ça permet de développer la consommation. Je vais juste prendre un exemple, le transport aérien a fait des grands progrès, il n'y a pas de problème aujourd'hui, par kilomètre passager, les turboréacteurs consomment beaucoup moins de kérosène, mais le fait que ça consomme moins de kérosène, ça a aussi permis l'essor de l'aviation low cost, pour ne prendre qu'un exemple. Et puis il y a des questions derrière de résilience également. Alors ça, c'est un mot qui est devenu très à la mode avec la crise sanitaire. La résilience, c'est quoi? C'est de dire finalement face à des chocs possibles. Alors aujourd'hui le virus, mais finalement demain ça pourrait être des problèmes, j'en sais rien, des attaques informatiques, ça pourrait être des questions géopolitiques, etc. D'avoir un système très industriel très efficace mais très mondialisé à base de transport en flux tendu et d'ingénieurs qu'on peut déplacer et de spécialistes qu'on peut déplacer dans des avions et qui sautent dans des avions pour aller dépanner des trucs. À un moment, quand le truc se grippe, c'est peut-être un petit peu embêtant si la Smart City contrôle notre robinet avec l'eau potable. Voilà, donc les solutions, les vraies solutions, finalement, on les connaît potentiellement. Et d'ailleurs, ça commence un peu à émerger dans le débat public. C'est la question de la sobriété, c'est la question peut-être d'être dans une économie avec des objets qui soient plus réparables, qu'on soit pas juste dans le produire jeté d'aujourd'hui. Mais finalement, c'est pas simple à convoquer. Alors, si j'en viens maintenant au monde de l'entreprise et juste pour un peu lancer le débat là, en 2-3 minutes qui me restent. En fait, c'est vraiment pas simple. D'abord, je pense qu'il faut définir ce que c'est qu'une entreprise. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse. Alors là, j'invite dans le débat un monsieur qui s'appelle Olivier Rey, qui a écrit un livre qui s'appelle Une question de taille, que j'aime beaucoup et qui
qui dit finalement on ne peut répondre à des questions que en regardant la question de l'échelle. C'est-à-dire que est-ce que la concurrence c'est bien, c'est pas bien, est-ce que l'entreprise c'est bien, c'est pas bien, ça dépend de l'échelle, quoi. C'est-à-dire que on va pas avoir les mêmes réactions, les mêmes choses entre la petite entreprise de moins de 10 personnes et puis la multinationale géante. On n'aura pas du tout les mêmes injonctions. Dans un cas, on va peut-être être finalement dans la logique de la stabilité de l'entreprise et puis d'être capable de payer à peu près les salaires et les quelques petits investissements dans la petite PME locale du coin qui a ses clients. Donc là, ça va être plutôt de est-ce que mes services, je trouve un marché en face. Et puis dans le cas de la multinationale, on va être dans des injonctions un peu différentes. Il faut faire absolument de la croissance, il faut soutenir le cours de bourse, il faut servir la dette et donc quelque part donner des signaux de croissance future. Et là, on va être du coup dans une logique qui est potentiellement très différente. Et puis une entreprise, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une organisation évidemment. Alors avec des parties prenantes. Ces parties prenantes, elles peuvent être internes à l'entreprise. C'est un comité de direction, ce sont des syndicats, ce sont des employés, mais ce sont aussi des actionnaires, des clients, des sous-traitants, des fournisseurs. Et donc dans tout cet écosystème-là, eh bien il y a des jeux de force et de transformation qui opèrent, qui ont toujours opéré, qui vont continuer aujourd'hui peut-être avec cette question environnementale qui s'invite et qui est un petit peu quand même nouvelle, parce qu'on pourrait dire que les années 2000 du développement durable, ça n'a pas fait bouger grand-chose. Donc peut-être que les années 2020 vont être plus en rupture, on va bien voir, mais voilà, ce sont des organisations et ce sont des personnes, des hommes et des femmes. Et je pense que aujourd'hui, pourquoi est-ce que des entreprises changeraient? En fait, une entreprise, c'est une organisation qui a été fondée pour optimiser sous contrainte quelque part, sous contrainte du marché. Donc il y a un environnement réglementaire, il y a un environnement normatif, il y a un environnement fiscal, il y a des concurrents. Donc si je fais pas comme les concurrents, j'ai un risque finalement d'être balayé dans les 10 ans. Et puis en même temps, c'est composé de personnes, et ces personnes, ce sont aussi des citoyens qui se posent des questions, bien sûr, parce qu'ils voient l'effondrement environnemental possible. Et évidemment, ces personnes, il faut qu'elles soient engagées dans l'entreprise. Donc, il faut que l'entreprise trouve du sens, donne du sens, d'où la logique un peu de la raison d'être, qui est un mot très à la mode en ce moment. Et puis, ça va participer de l'attractivité. Il faut pouvoir recruter, il faut pouvoir retenir les personnes. Donc, si vous êtes en train de pourrir la planète, vous avez de plus en plus de mal potentiellement à recruter des gens. Et donc, ça donne en fait des injonctions très très contradictoires, parce que finalement, dans des grandes entreprises, vous allez avoir à la fois des gens qui réfléchissent à la sobriété, au low-tech, à la possibilité de faire des choses différemment, quitte à ce que peut-être certains services soient abandonnés. Et puis de l'autre, vous allez avoir des gens qui s'excitent sur le métavers pour être sûr de ne pas rater le virage de l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée avec Zuckerberg, quoi. Voilà. Et donc du coup, je pense que aujourd'hui, au début peut-être d'une aventure un petit peu complexe, mais que il faut pas compter sur les entreprises seules, de mon point de vue, pour sauver la planète, quoi. Merci Philippe, c'est parfait, on est dans les temps. Merci beaucoup. Je ne sais pas si merci beaucoup pour votre intervention, Philippe. Je propose de passer la parole à Alban pour nous donner son point de vue. Merci. Bonjour à tous déjà. Pour commencer, je suis très contente d'être là. Déjà parce que je suis une ancienne de ce beau réseau et que je trouve ça très important de pouvoir retransmettre et donner un petit peu, redonner un petit peu tout ce que l'école m'a appris et m'a donné. Évidemment, je vais être d'accord avec tout ce que vient de dire Philippe Biwix. Je vais pas repartir, je vais pas m'étendre sur les enjeux et faire affront à votre intelligence. Je pense que juste le point, peut-être pour coller avec l'actualité, qui peut être intéressant, c'est que vous l'avez certainement vu, il y a des scientifiques qui ont sorti il y a quelques jours le fait qu'on avait franchi une 5e limite sur les 9 limites planétaires. Je sais pas si vous les voyez, elles sont derrière moi, par exemple.
exemple. Moi, je les ai marquées dans mon bureau. C'est en gros 9 limites qui sont une expression de tout ce qui menace la stabilité des écosystèmes mondiaux dont l'humanité dépend. Et celle qui a été documentée récemment, c'est ce qu'on appelle les novel entities, ou les nouvelles entités, c'est tout ce qui est lié à la pollution chimique, notamment la pollution chimique et plastique. Et si je devais résumer ce 5e grand défi auquel on fait face sur 9, donc ça commence à faire pas mal. Je reprendrai la petite phrase d'Olivier Fontan, l'ancien directeur du Haut Conseil pour le climat, qui dit très bien on meurt étouffé de nos produits chimiques et plastiques. Je pense que ça résume bien là où on en est. Puis je vous sortirai un petit chiffre parce que c'est toujours important d'avoir des chiffres et des ordres de grandeur en tête. La production de plastique, elle a augmenté de 79% en 15 ans, entre 2000 et 2015. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des masses que ça représente en seulement 15 ans. Donc je pense que vous êtes tous plutôt très alertés et très conscients des enjeux environnementaux qui sont les nôtres, et notamment face aux limites planétaires qu'on est en train de très largement bafouer de plus en plus vite. Et je pense que de manière très simple et très ambitieuse, le challenge de l'entreprise, c'est de répondre à ce qu'on est, au fait qu'on est en train de complètement exploser les limites qui sont les nôtres. Je rajouterai un point à ces limites environnementales qui sont les limites aussi du bien-être humain, que moi j'intègre totalement dans cette réflexion environnementale. On voit aussi une augmentation forte des inégalités, en même temps qu'il y a une augmentation très importante du niveau de vie à l'échelle mondiale, sociale, et du niveau de vie, notamment en termes de santé. Il y a vraiment une augmentation très forte du niveau de santé au niveau mondial. Mais en même temps, on a une augmentation des inégalités très forte. Et quand on parle de bien-être humain, on peut pas parler que de santé ou que de niveau socio-économique, où il faut vraiment penser de niveau global. Et pour moi, ça s'intègre totalement dans les limites qui sont les nôtres. Et donc, pour répondre à la question qui est la nôtre, quels sont les challenges de l'entreprise ? Très sobrement, c'est de répondre à tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire que dans l'entreprise, il doit y avoir un grand retour de l'intérêt général. De se dire qu'en fait, quand on monte une entreprise, quand on rentre dans une entreprise, quand on gère une entreprise, il faut arrêter de penser seulement, parce qu'il faut y penser évidemment, mais seulement à la rentabilité économique, mais il faut aussi penser à l'intérêt général. Et en fait, la plupart du temps, la plupart des chefs d'entreprise, il y a beaucoup qui y pensent en fait, et qui souvent vont monter une entreprise pour répondre à quelque chose de plus grand que, entre guillemets, de manière un peu manichéenne, juste faire de l'argent. Mais je pense que il y a aussi ce lien à l'intérêt général qui s'est peut-être un peu perdu, et peut-être pas, c'est sûr, et qui doit, je pense, faire son grand retour. Je pense qu'il est inutile de dire à quel point l'urgence d'agir est importante. Qu'est-ce que ça veut dire, l'urgence ? Ça veut dire qu'il faut se bouger vite et qu'on a une responsabilité à tous les niveaux. On a des responsabilités individuelles, on a des responsabilités collectives, on a des responsabilités politiques de bouger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bouger, changer, ce besoin de grand changement, de réinvention totale de nos modèles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut déjà qu'on comprenne très précisément quels sont nos enjeux. Et c'est pas forcément se dire il faut comprendre la technique. Je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que la technique ne va pas nous sauver, mais qu'il faut repenser nos modèles, nos organisations. Et ça veut dire qu'il faut se creuser la cervelle pour identifier ce qui marche ou pas, ce qu'on doit changer et comment on doit le changer, et pourquoi ça ne bouge pas. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on sait ce qu'il faut faire. Si on prend par exemple le cas de l'agriculture, c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de choses où on sait ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas ? Pourquoi est-ce que ça change pas ? Donc essayer de comprendre les nœuds dans le système, c'est évidemment fondamental. Mais comprendre pour changer, ça suffit pas en fait. Sinon, vu tous les rapports qui sortent, vu tout le niveau de compréhension qu'on a à énormément d'échelles, on peut pas dire aujourd'hui que le citoyen n'est pas informé, que le décideur n'est pas informé, que le chef d'entreprise n'est pas informé. L'information est là, l'information est de qualité, l'information est complète, mais ça ne bouge pas. Et je pense que c'est accepter aussi que de manière rationnelle, juste avoir un énième rapport du GIEC ou une énième compréhension, ça suffit pas pour amener au changement. Et nous, en tout cas, à la Fondation Good Planet, un des mottos de notre système de pensée, et je pense qu'il est très important, c'est de se dire
il faut sensibiliser, il faut donner les clés de compréhension à toutes les échelles, encore une fois, aux citoyens, aux enfants, aux entreprises. Mais il faut aussi donner à imaginer. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut amener au changement, il faut qu'on puisse donner d'autres schémas de pensée, d'autres imaginaires, d'autres modèles du futur dans lesquels on puisse se projeter, tout à chacun puisse se projeter et se dire ah ok, dans ce futur, dans cet imaginaire, je me vois dedans. J'imagine, je me projette dans ce type d'imaginaire. Parce qu'une fois qu'on a compris, si on n'arrive pas à se projeter dans autre chose, ça va être très 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 difficile de bouger. On va plutôt être paniqué et complètement englué dans ce qu'on voit. C'est d'ailleurs pour ça, moi je pense foncièrement qu'on a un développement de l'éco-anxiété qui est majeur. C'est parce que on a compris, on a toutes les données, mais on n'a pas encore les imaginaires qui nous permettent de nous projeter dans autre chose. Donc ça, c'est évidemment fondamental. Ça peut faire peur parce que quand on voit tous les défis qui sont devant nous, l'immense défi qui est de à la fois comprendre, réinventer, trouver de nouveaux imaginaires et puis bouger, foncièrement bouger, changer nos modalités d'action et d'organisation, ça peut faire éminemment peur et complètement bloquer notre évolution. Moi, je crois, j'aime bien ce qu'a dit Philippe sur le fait que c'est le début d'une aventure. Je crois foncièrement à ça aussi. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très enthousiasmant notamment pour des ingénieurs. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur? C'est quoi le rôle d'un ingénieur? À quoi ça sert? Un ingénieur, si on résume un petit peu on va dire le fond de la réflexion d'ingénieur et du rôle de l'ingénieur, bah, c'est de résoudre des problèmes complexes. Et c'est d'apprendre à poser ces problèmes. Donc ça veut dire évidemment qu'il faut analyser, caractériser, synthétiser, proposer de nouvelles solutions. Mais ça nécessite aussi de se décaler, d'inventer, d'imaginer de nouvelles choses. Et c'est ça la beauté et l'intérêt de l'ingénieur. Et quand on se retrouve face à un système aussi complexe et un problème aussi compliqué, et ben c'est là où il y a énormément de choses à faire et il y a un terrain d'action et de jeu qui est immense pour nous les ingénieurs. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité et qu'il ne faut pas qu'on se décale de cette responsabilité-là. Je pense que ce qui est intéressant aussi à garder en tête quand on est ingénieur, c'est que j'aime bien revenir à la définition de l'intelligence. L'intelligence, ça vient de interlingare et ça veut dire faire des liens, ça veut dire connecter, faire des ponts. Et je pense que c'est aussi fondamental pour les ingénieurs de se dire je ne vais pas trouver tout seul. Je ne vais pas imaginer le monde de demain tout seul. Je ne trouverai pas la solution tout seul. J'aurai besoin de connecter énormément de choses entre elles et de connecter aussi beaucoup d'intelligence entre elles. Il n'y a pas que l'intelligence de l'ingénieur, il n'y a pas que la rationalité. Et pour résoudre les challenges qui sont face à nous, y compris dans le monde de l'entreprise et surtout dans le monde de l'entreprise, ça veut dire qu'il va falloir connecter énormément de choses entre elles et arrêter de penser en silo, ce qu'on a eu tendance à beaucoup faire ces dernières années. Et il faut avoir une approche beaucoup plus systémique. Donc, se reconnecter avec les différentes filières, avec les différentes structures publiques, privées, collectivités, sociétés civiles, associations. Se connecter entre types d'intelligence, avec des artistes, avec des scientifiques, avec des manuels. Et c'est ça probablement qui va faire que on bougera et on aura des belles solutions. Je finirai pour pas prendre trop de temps peut-être par deux choses que moi je vois beaucoup dans les lettres de motivation que je reçois, dans les entretiens que je fais depuis je dirais 3-4 ans. La première question c'est ou la première affirmation qu'on me dit tout le temps c'est je veux donner du sens. Donc je rejoins Philippe, hein, c'est un moyen d'action qui est immense, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui veut donner du sens, veut avoir du sens, veut donner du sens à sa carrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner du sens, en fait? C'est quoi le sens? Dans quel sens on veut aller? C'est facile de dire je veux donner du sens. Mais si on définit pas le sens, si on définit pas le sens qu'on veut donner à sa carrière, c'est un peu creux, c'est un peu un mot valise. Moi, je me méfie toujours beaucoup des mots valises. Mais je pense que c'est extrêmement intéressant de voir ce mouvement que moi je vois depuis, je dirais, à peu près 5 ans, notamment dans les entretiens que je passe et dans la génération qui arrive. Mais aussi dans la génération qui est celle d'avant moi. Il y a vraiment un mouvement collectif autour du sens. Mais je pense que c'est très important
de se poser la question de ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je rejoins aussi ce que dit Philippe concernant le fait qu'il faut du coup définir ce qu'on met derrière le sens, définir derrière ce qu'on met derrière l'entreprise, derrière ce qu'on met derrière les différentes peut-être images mentales ou les prérequis ou les images un peu galvaudées qu'on peut avoir. Je prends l'exemple de l'entreprise. Moi, je vais vous donner ma définition de l'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est un collectif. C'est une somme d'individus. C'est tout simplement ça, qui est plus ou moins grosse. Et une somme d'individus, par définition, elle est faite d'entités individuelles qui peuvent avoir plus ou moins de pouvoir et plus ou moins de moyens d'action. Mais individuellement, dans l'entreprise, dans le collectif, on va tous avoir un moyen d'action qui va faire qu'on peut bouger plus ou moins la structure et qui va faire qu'on peut avoir plus ou moins d'impact sur l'intégralité de la structure. On pourra peut-être en reparler dans les questions, mais je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, et c'est une question qu'on me pose tout le temps, qu'est-ce que je peux faire? Je trouve cette question extrêmement intéressante, parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. Sinon, on l'aurait déjà faite. Et à la question qu'est-ce que je peux faire, moi je réponds tout le temps que c'est un chemin très personnel, que c'est des choix très personnels, mais que la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est déjà ne pas être manichéen et on peut se poser des questions, garder de la perspective, revenir toujours au pourquoi on fait les choses et garder ce dialogue tout le temps constant avec les autres. Je pense que c'est moi j'ai quelques exemples en tête. Pareil, on pourra en reparler parce que je veux pas prendre trop de temps. Mais j'ai déjà mon exemple personnel, ma carrière. Moi, je l'ai construite justement en me posant toujours cette question-là, à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je rentre dans cette boîte-là? Qu'est-ce que je vais pouvoir y faire? Est-ce que je vais pouvoir avoir de l'action? Essayer, expérimenter. Se rendre compte qu'on se trompe, se rendre compte que c'est peut-être pas là où on a le plus de moyens d'action et aller essayer autre chose, se donner l'opportunité d'essayer et se donner l'opportunité de se tromper. Prendre des exemples à droite à gauche. Je pense que ça c'est extrêmement important et pour moi c'est le seul moyen finalement d'enclencher quelque chose. Et c'est très facile de juger les actions des autres et de se dire oh il faut faire ça ou il faut pas faire ça. Je pense que c'est à chaque fois un chemin qui est très personnel et qui dépend aussi beaucoup du moment où on est dans sa vie, mais que toujours garder en tête le pourquoi on fait les choses et comment est-ce qu'on pourrait peut-être les faire mieux ou différemment, c'est déjà un immense chemin. Je me rends compte que je suis un petit peu longue. J'avais prévu quelques exemples d'entreprises pour étayer mes propos, mais on pourra en reparler dans les questions-réponses. On peut garder pour les questions, absolument. Ok, merci beaucoup Elban. On va donner la parole maintenant à André. André, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et moi aussi je suis très honoré d'être parmi vous en tant qu'ancien de cette maison. Je vais passer sur mon CV qui a déjà été repartigé et aujourd'hui je vais vous parler simplement d'un chemin, c'est-à-dire d'une manière tout à fait on va dire humble et pragmatique, comment Michelin a pris conscience du problème de la sobriété numérique. Donc là je rentre vraiment dans le domaine du numérique. Et comment on a mené donc depuis 2 ans cette initiative? Où est-ce que ça nous a amené? Quelle réflexion maintenant on a? Et qu'est-ce qu'on se prépare aussi à faire pour les années qui viennent? Donc dans un premier temps, le pourquoi on a commencé cette réflexion sur la sobriété numérique, c'est que à partir de 2019, on a vu que les entreprises ont commencé à être sollicitées par l'extérieur, donc à travers leur responsabilité sociétale de l'entreprise. Et particulièrement au niveau du groupe Michelin, on a une stratégie de mobilité durable qui est regardée par un comité des parties prenantes. Et c'est ce comité des parties prenantes qui, fin 2018, nous a dit, bon, c'est bien vos bilans carbone, vous faites tout un tas de choses qui vont dans un certain sens. Alors, c'est jamais assez évidemment, mais c'est des choses qui avancent quand même. Mais que faites-vous pour le numérique? Et là, on était complètement bloqué, puisqu'on n'avait jamais réfléchi à la question. On a eu aussi, par contre, de la même manière qu'on est sollicité par l'extérieur, un petit peu à la manière de ce que disait Alban tout à l'heure, c'est qu'on a des gens à l'intérieur de l'entreprise, des employés qui sont à la recherche d'un certain sens et qui ont commencé aussi à remonter dans des idées progrès, dans des forums internes, ce besoin d'aller faire un petit peu plus de choses dans le monde du numérique. Et ça nous a conduit à faire un groupe informel dans un premier temps, où on a commencé à réfléchir un petit peu sur ce qui se passait, avec des analystes, des groupes de pensée, nos fournisseurs habituels.
Et on a commencé à travailler et on a eu la surprise aussi de voir à ce moment-là le groupe qui a basculé et qui a dit non, non, on va faire les choses d'une manière un peu plus officielle. Et ça a conduit en fait à la création d'un groupe qui est un comité opérationnel du digital durable, donc créé à l'origine avec 13 personnes qui ont été choisies dans les différentes divisions du groupe, que ce soit à la recherche, à l'informatique, aux achats. Et on a directement mis ce comité opérationnel dans la gouvernance de la mobilité, de la stratégie de la mobilité durable du groupe. C'est-à-dire quelque chose qui est quand même directement en vue de la direction. Donc on était très contents, ça nous a donné des moyens, une visibilité, et on a commencé à travailler. Et la première chose qu'on a fait, c'est on va essayer de calculer un bilan carbone du digital de Michelin. Alors dit comme ça, c'était un petit peu ambitieux peut-être, et quand bien sûr dès qu'on a commencé à gratter à l'intérieur, on s'est aperçu que c'était pas aussi simple et on a dû mettre un certain nombre de limites. On a découvert en particulier que une bonne partie des chiffres qu'on a dans la presse ou même parfois dans certaines publications un peu spécialisées ne sont pas fantaisistes, mais sont pas forcément. Il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire que les chiffres peuvent parler d'hypothèses qui sont prises pour la France, pour un autre pays. Et nous, la mesure qu'on a dû faire, c'était une mesure sur l'ensemble du groupe Michelin, donc sur nos 120 et quelques pays. Donc c'était quelque chose de difficile, comprendre les mix énergétiques de chacun des pays par rapport aux équipements qu'on avait à l'intérieur. Donc on a réfléchi et on y est allé vraiment à la mode de l'ingénieur. Et là aussi, c'était vraiment un travail d'ingénieur. Et on a repris une approche vraiment par le bas, donc en repartant de tous nos inventaires. Et on a la chance, alors au groupe Michelin, d'être très centralisé, c'est-à-dire que j'ai directement accès, moi, à l'inventaire de tous les équipements informatiques d'une de nos usines, que ça soit aux États-Unis, en Indonésie, en France, en Allemagne. Et on a pu donc remonter toute la pelote et constituer petit à petit une grande feuille Excel de calcul avec aucune intelligence artificielle, que de l'intelligence humaine, pour aller morpionner nos serveurs, nos équipements réseau, nos salles machines qu'on a à travers dans toutes nos usines. Mais on s'est aussi intéressé à ce qu'on avait dans le cloud, puisqu'on a un certain nombre, comme beaucoup d'entreprises, de choses qui tournent dans le cloud, les trafics réseau avec ces clouds, mais aussi après on s'est dit, mais nos serveurs web, typiquement via Michelin, sur lesquels vous pouvez faire des calculs d'itinéraire, bien sûr ça a une empreinte écologique, mais c'est aussi, il faut prendre en compte quand on fait des calculs de bilan carbone, on est obligé aussi de prendre en compte l'empreinte qu'a l'équipement de l'utilisateur qui est en train, quelque part dans le monde, de faire une demande de calcul via Michelin. Donc tout ça, ce sont des choses petit à petit qu'on a découvertes, et on a vu aussi qu'on n'était pas capable de tout adresser d'un coup. Donc on a surtout fait très attention à documenter nos hypothèses, les raccourcis qu'on prenait, afin d'être capable de revenir par la suite dessus. On est même allé jusqu'à prendre l'impact de nos publicités numériques sur l'Internet. On a aussi posé quelques limites, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable aujourd'hui de parler des ressources abiotiques et de se dire quel était notre impact là-dessus, l'impact sur l'eau, simplement parce qu'on n'avait pas la maturité. Donc on s'est dit, on va se contenter de faire l'émission carbone, on va essayer d'inclure quand même l'étape de fabrication, quand on l'a, parce qu'on ne l'avait pas toujours, et l'usage. Pour l'instant, on n'était pas encore assez clair sur nos contrats pour travailler bien sur la fin de vie. Néanmoins, on a fait des choses, et on a pu trouver qu'on avait donc déjà une consommation électrique à peu près de 80 gigawattheures pour l'ensemble du digital de Michelin. Alors, il faut voir que Michelin, on est à la fois des usines, des centres administratifs, des centres logistiques, des agences commerciales. Et sur l'ensemble donc de ces sites-là, on est tombé sur à peu près une émission de 40 000 kilotonnes d'équivalent CO2 par an. Alors qu'est-ce que ça veut dire 40 kilotonnes? C'est en gros l'impact carbone d'une usine dans le groupe. Ça c'est quelque chose pour nous qui nous parle bien. Et ça représente à peu près 1,5% des émissions du groupe. Alors là on a triché par contre, je vous l'avoue humblement, c'est que pour le groupe Michelin, quand on fait le calcul des émissions carbone, il faut prendre toutes les émissions carbone, y compris le carburant que fait consommer un pneu qui roule sur une voiture d'un usager. Donc c'est ce qu'on va appeler les scopes 3. Enfin, c'est des techniques assez difficiles que je maîtrise moi-même pas beaucoup encore, les différents scopes 1, 2, 3, mais néanmoins le pneu qui roule, il consomme de l'essence. Donc chez n'importe qui achète une voiture avec des pneus, on est obligé d'intégrer dans le bilan carbone de Michelin
le gaz carbonique qui est émis par l'essence qui est consommée par les pneus qui roulent de toutes les voitures dans le monde équipées de pneus Michelin. Ça fait qu'on a une empreinte carbone qui est phénoménale, qui est autour de 120 mégatonnes à peu près. Et si on ramène le digital dessus, il n'y a plus rien. On tombe sur 0,03%. Et on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à motiver des gens, à donner du sens à quoi que ce soit, pour dire qu'on va agir sur uniquement 0,03% des émissions carbone du groupe. Donc on s'est volontairement limité à ce qu'on appelle plus le scope 1 et 2, pour arriver à avoir quelque chose sur lequel on arrivera à répondre, parce que Michelin, on a des ambitions de réduction de notre empreinte carbone sur ces parties-là. On sait que le digital va augmenter, et si on ne fait rien, on sait que le 1,5% qu'on a détecté maintenant, il va devenir à peu près 10% d'ici une dizaine d'années. Et là, 10%, ça se voit. Donc il faut qu'on agisse, on a de quoi motiver des gens, on peut remuer des énergies. Si vous regardez un tout petit peu les camemberts, on est tombé sur ce que tous les gens ont fait avant nous. C'est que ce qui coûte cher, c'est la fabrication de nos équipements pour les émissions carbone. C'est-à-dire que dès qu'on a acheté un serveur, dès qu'on a acheté un smartphone, un ordinateur, ça y est, quasiment tout le mal est fait. Alors pour les serveurs, c'est un peu moins vrai parce que l'utilisation d'un serveur est quand même beaucoup plus optimisée que l'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur qui dort, en gros, tant qu'on dort. Donc on est tout de suite tombé là-dessus. Et sur les data centers, on a vu aussi qu'il y avait quand même un usage des data centers et des phénomènes annexes liés aussi aux climatisations et autres qui font que c'était des postes qui étaient très importants. Alors une fois qu'on a dit ça, on a commencé à travailler sur les différentes actions et les mesures qu'on pouvait faire. Et la première qui nous est arrivée tout de suite, en étant la vie de nos ordinateurs. Donc tous les ordinateurs Michelin, depuis qu'on a découvert ça, sont passés sur des contrats à 3 ans ou 4 ans, pardon, de 3 ans à 4 ans et de 4 ans à 5 ans, ce qui nous a permis directement d'économiser tout de suite 5000 ordinateurs qu'on n'a pas achetés. Donc 5000 ordinateurs qu'on n'a pas achetés, tout de suite, ça se mesure directement en carbone et aussi bien sûr en ressources abiotiques, enfin tout un tas de choses. Donc là, on est quand même dans du concret. Financièrement, ça nous a rien rapporté puisqu'on est sur des contrats de location. Donc c'est vraiment un geste qui est là, je vais pas dire purement pour la planète, mais en tout cas qui est quand même essentiellement pour la planète. On a commencé aussi à travailler sur l'augmentation de la température des salles machines. C'est-à-dire que historiquement, les salles machines étaient des salles refroidies, souvent à 20 degrés, même 18 degrés, je me rappelle quand j'ai commencé, alors que maintenant c'est plus du tout nécessaire. Je sais que Google nous a bien dit qu'eux faisaient tourner à 28 degrés. Donc nous, 28 degrés, on peut pas encore le faire parce qu'on a certains équipements qui sont trop anciens, qui ne pourraient pas supporter ça. Mais 24 degrés, c'est raisonnable. Par contre, on est un peu long. On a du mal à déployer ça. Bon, on a beaucoup de salles machines. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Et on a travaillé aussi sur les bonnes pratiques pour nos employés, en se basant essentiellement sur les travaux qu'on avait faits dans le cadre de mes travaux avec le CIGREF, avec le Shift Project et avec l'Institut numérique responsable. Donc on a travaillé sur les bonnes pratiques qu'on pourrait communiquer à nos employés. Mais là, franchement, à part sur les imprimantes, à part sur le smartphone, de ne pas changer son smartphone tout le temps, toutes ces mesures-là sont des mesures qui n'apportent pas grand-chose pour l'empreinte digitale du groupe Michelin. Mais là encore, on s'est quand même donné comme objectif de dire faut qu'on forme des meilleurs employés, toutes les actions comptent, tout ce que la personne va comprendre là, et fera après par la suite dans sa vie, c'est quelque chose qui compte. Donc on a quand même valorisé, on a quand même fait de la publicité pour ces bonnes pratiques-là, et on les soutient, on continue à avoir des challenges et un certain nombre d'actions pour les motiver. Et on a fait aussi tout un tas de présentations dans différentes entités du groupe pour sensibiliser les gens à cette démarche. Et une fois qu'on avait fait ça, on s'est aperçu que là, on a travaillé sur toute la face négative du numérique. Mais on s'est dit aussi, notre numérique, il continue à croître, il croît. Et est-ce que le numérique, quand même, parfois, il sert à quelque chose? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a comme le gras, est-ce qu'il y a du bon et du mauvais numérique? Alors, la sobriété, c'est quand même toujours d'en réduire. Faire du low-tech, je suis aussi tout à fait d'accord. Il y a des choses qu'on peut pas faire autrement. C'est-à-dire que si j'ai envie, petit à petit, de faire des gommes de pneumatiques qui vont se rapprocher de quelque chose qui va être un peu plus, je vais pas dire biodégradable, je voudrais surtout pas dire des choses idiotes, mais qui soient un peu plus acceptables pour la planète, un peu plus acceptables pour les déchets qu'on a derrière ou pour des poussières. Faire des recherches sur ces molécules, moi j'ai besoin de calcul. Aujourd'hui, on est sur des supercalculateurs, on réfléchit déjà
à certains cas d'usage d'ordinateurs quantiques pour pouvoir faire de la simulation sur des molécules. D'accord? Donc, on a besoin de numérique et on ne progressera pas sans du numérique. Par contre, il faut faire du bon numérique. Et on a commencé à regarder des choses aussi sur des simulations de pneumatiques. Et là, je vous parle d'un petit processus qui est amusant. C'est quand un constructeur automobile sort une nouvelle voiture, il émet un cahier des charges pour les pneumaticiens, en disant, ma voiture, elle doit faire ça, 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 et vous, pneumaticiens, vous devez contribuer à la performance de ma voiture à travers vos pneumatiques. Et historiquement, on travaille on fait 5 boucles à peu près qui s'étalent sur un peu plus de 8 mois avec le fabricant de voitures. On produit 1 millier de pneus par boucle, et ce millier de pneus, on va les fabriquer, donc consommer de la matière première, les transporter, les user, faire tout un tas de choses avec. Et tout ça, bien sûr, ça a un impact environnemental assez important. Et on s'est aperçu que maintenant, on est capable de faire la même chose en simulé. Donc, du supercalculateur qui va consommer de la matière première aussi, mais qui va aussi consommer de l'électricité. Par contre, on réduit l'impact carbone de 90%. Et en plus, on diminue les coûts. Donc là, je veux dire que c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais c'est un gagnant-gagnant qui est même pas suffisant. C'est-à-dire que chez Michelin, on commence maintenant beaucoup à réfléchir à la fois sur l'argent, la planète et les personnes. Et le fait de faire de la simulation, ça nous permet aussi de beaucoup moins transporter les gens. Et toutes ces personnes-là, c'est des gens qui en ont marre de se déplacer. Donc de leur supprimer des déplacements et de permettre d'avoir un travail un peu plus sédentaire, c'est quelque chose qui est apprécié dans leur travail. Et maintenant, on est passé sur ces projets-là. On travaille avec les constructeurs pour avoir 2 boucles virtuelles et 3 boucles physiques, sachant qu'on n'est pas encore capable de faire 5 boucles virtuelles, mais on y viendra petit à petit. Donc là, on a vraiment du numérique qui nous a permis de faire un plan. Donc on a une digitalisation qui est positive pour l'environnement. Alors, humblement, je ne sais pas quelles sont les limites de ce positivisme, mais on a trouvé que ça méritait d'être signalé. Alors en étant maintenant, on pense qu'on est à peu près robuste sur nos manières de calculer au niveau de détail qu'on avait décidé jusqu'à présent, mais il faut qu'on reprenne ça. C'est-à-dire que notre méthodologie, elle n'est pas suffisamment propre, donc on veut l'améliorer, on veut devenir multicritère, on veut aussi avoir des mesures beaucoup plus industrialiser la mesure, pour être capable à un moment donné là c'était un effort énorme entre guillemets qu'on a fait une fois, on peut pas refaire ça tout le temps en permanence, donc il faut qu'on industrialise pour que ce soit plus simple. Et il faut aussi qu'on travaille sur de la partie de l'éco-design. Alors attention aussi, l'éco-conception ne peut se faire que dans le cadre d'un service complet, d'un service numérique complet. Sinon, on a beaucoup trop d'effets de transfert de pollution qui sont pas acceptables. Mais néanmoins, si je prends une application de mon petit côté informatique, je prends une application, je fais qu'elle consomme moins de CPU, moins de mémoire, ça va me permettre d'en mettre plus sur le même serveur, donc de moins acheter de serveur. Donc, de toute manière, ça sera un petit positif de mon côté, parce que l'éco-conception d'un service numérique, c'est quelque chose qui doit être fait par les métiers, pas par l'informatique. Voilà, j'en ai terminé. Je vous ai mis 2-3 références et vous verrez dans les références, je vous ai mis une vidéo qui est très courte, qui fait 2 minutes, la recette du pneu durable. C'est un petit clin d'œil. Donc faites attention, c'est surtout pas quelque chose qui est industriel aujourd'hui, mais ça fonctionne. C'est-à-dire on sait faire tout ce qu'on met dans cette vidéo, on sait le faire en laboratoire. Et quand on dit qu'on ne sait pas l'industrialiser, c'est pas uniquement pour des aspects technologiques. Ça peut être pour des problèmes de passage à l'échelle de la technologie qui a été validée, mais ça peut être aussi sur des problèmes industriels simplement d'approvisionnement. Aujourd'hui, avoir un approvisionnement stable en matière, en bouteilles plastiques recyclées par exemple pour faire des fils synthétiques, on ne peut pas le faire. Donc on a d'autres choses à mettre en place pour être capable de bâtir des filières complètes qui vont faire aussi du recyclage. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci André, merci infiniment pour cette présentation. Marie-Claire, si vous voulez bien, on va passer à vous. Oui. Vous avez la parole. Vous m'entendez bien? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, je vérifie parce que j'ai des petits problèmes techniques. Je vous remercie pour cette invitation et cette participation à cette table ronde. Je trouve que c'est très intéressant et je me suis connectée un petit peu avant et j'ai été aussi très très intéressée par les échanges précédents. Moi, je voulais, si vous me le permettez, repartir de la crise sanitaire qui secoue le monde depuis maintenant 2 ans.
parce que je trouve que cette crise, elle nous a mis en évidence les limites du développement actuel qui abîme l'humain et la planète, l'humain et la nature. Et je dis bien les deux parce que moi, je voulais insister sur le fait que la cause écologique et la cause anthropologique étaient étroitement liées et qu'on ne pouvait pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et on voit bien que le développement actuel, il accentue les inégalités entre les pays et entre les citoyens. Donc, voilà, je trouve on est en train d'arriver au bout d'un cycle. Alors cette crise aussi, elle nous a mis en évidence, bien entendu, l'interdépendance des économies, mais en particulier pour la France, elle nous a montré la vulnérabilité et la très forte dépendance de notre système productif. Tout en début de crise, on s'est retrouvé dans l'incapacité de produire des tests, des masques, des vaccins. On s'est retrouvé quand même assez nus, j'allais dire. Et donc, une des causes de ce fait-là, c'est que notre pays s'est fortement désindustrialisé. Alors, très rapidement, en l'espace de 50 ans, la part de l'industrie dans le PIB a été divisée par 2. C'est passé de 24% à 12%. Alors, on pourrait penser que c'est un mouvement un peu naturel, mais c'est pas le cas, puisque, par exemple, en Allemagne, ils ont toujours cette part-là dans le PIB, et même en Italie, en Espagne, l'industrie a une part plus importante dans le PIB. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation du fait de plusieurs phénomènes. D'une part, il y avait des théories qui étaient amenées par des sociologues comme Alain Touraine d'une société post-industrielle, ou Turuk, l'ancien patron d'Alcatel, qui disait qu'on allait avoir des entreprises sans usine. C'est-à-dire qu'on pourrait séparer, j'allais dire, la recherche de la production, le savoir du faire. Alors qu'on voit très bien que le savoir-faire, c'est un ensemble, et que quand on fait de la recherche, de l'ingénierie, on a besoin de l'appliquer derrière, et que c'est toute une chaîne. Donc il y a eu une financiarisation de l'économie et une segmentation du processus de production dans la chaîne de valeur internationale pour découper donc en petits segments la production et aller faire produire chaque segment à l'endroit où c'était le plus rentable, et puis après on assemble le tout. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que quand vous avez un objet, il fait plusieurs fois le tour de la planète avant d'être fini. Je crois qu'un constructeur automobile dit qu'il a 17 000 sous-traitants. Enfin voilà, donc on arrive à des situations, j'allais dire, qui sont assez ubuesques, et en particulier quand on parle de la diminution de CO2, il faut parler, comme ça a été fait par mes prédécesseurs, de l'empreinte carbone, parce qu'on peut diminuer ces émissions de CO2 à un endroit donné, mais quand on va faire produire ce dont on a besoin ailleurs, et qu'après on rapatrie ça dans des camions ou dans des cargos, indépendamment des dégâts sociaux et environnementaux, les dégâts sociaux parce qu'on va faire produire dans des pays où les salariés ont moins de droits et où ils sont payés moins cher, et puis environnementaux parce que émissions de CO2 par des camions sur les routes, dégazage des bateaux et ainsi de suite. Eh bien, quand on va faire produire ailleurs, on génère ces dégâts ailleurs, et donc la question c'est bien de parler de l'empreinte carbone et non pas uniquement des émissions de CO2. Donc cette financiarisation de l'économie, d'ailleurs, elle s'est fait aussi en mettant en avant cette question de la finance, qui était plus prégnante que les métiers techniques, et on l'a vu, mais vous en avez un peu parlé dans votre table ronde précédente, avec des ingénieurs qui choisissaient en sortant de l'école d'aller vers des métiers dans la finance, principalement parce que c'était des métiers qui payaient bien et qui payaient beaucoup mieux que dans d'autres endroits. Et je pense que d'ailleurs, à l'heure actuelle, on est souvent à la recherche et en manque d'ingénieurs dans des métiers techniques et pointus dont on a beaucoup besoin. Et donc, à partir du moment où on fait ce constat, on voit bien que si on veut redresser notre économie, il va falloir qu'on redresse l'industrie. Alors, ça a été beaucoup dit en début de crise, y compris par notre gouvernement, par des dirigeants, des choses qu'on n'entendait pas trop précédemment. On parle de localisation, relocalisation, réindustrialisation. Et la question, c'est comment on va faire cette réindustrialisation du pays. Est-ce qu'il est question d'ailleurs de faire revenir des usines? Je crois que c'est pas le sujet. La question, c'est qu'est-ce que c'est que l'industrie, à quoi elle sert, à quoi sert notre appareil productif? Et ça a été dit un petit peu précédemment par Alban, je crois, mais l'appareil productif, il est là pour répondre aux besoins humains.
Et il doit prendre en compte également les enjeux environnementaux énormes qui sont posés à notre humanité. Et donc, il doit aussi être une réponse aux défis environnementaux qui sont posés. Donc, en ce sens, il sert d'intérêt général. C'est pour ça que j'aime bien le terme et que je le reprends Capri Alban, c'est-à-dire l'appareil productif, l'industriel est là pour servir l'intérêt général des populations. Et donc, ça veut dire que si on veut se réindustrialiser, donc redresser notre économie, pour ne pas dépendre d'autres pays, être une économie très dépendante, eh bien, on doit développer une économie beaucoup plus circulaire, passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, avec, bien entendu, ça a été cité aussi par plusieurs intervenants, de l'éco-conception, pour penser dès le démarrage comment on va pouvoir recycler le produit, le démanteler, le réutiliser. Donc ça appelle aussi la question de la recherche, parce que c'est des questions qui sont pas simples, hein. Et vous le savez peut-être, mais en France, on est très à la traîne sur la recherche, hein. On est très loin des 3%, l'objectif de Lisbonne des 3% du PIB. Je crois que de tête, on est à 2,4. Donc le sujet de la recherche est un sujet extrêmement essentiel pour les enjeux qui nous sont posés. On doit bien évidemment travailler sur la question de l'efficacité énergétique, ça a été dit aussi par des intervenants, c'est les transports collectifs, le fret ferroviaire, l'aménagement du territoire, l'isolation du bâtiment, une production d'électricité décarbonée et pilotable. Et puis, on doit produire des services et des objets qui sont utiles socialement, qui sont durables, qui sont réparables, qui sont interconnectables. Et donc ça, ça pose plusieurs questions. D'abord, avec l'arrivée massive du numérique dans tous les domaines de l'économie française, ça pose la question de l'élévation des qualifications de toutes et tous dans les entreprises pour que ces nouvelles technologies soient mises à profit pour décharger les travailleurs ou les salariés des tâches lourdes ou rébarbatives et qu'elles puissent laisser du temps pour qu'ils soient créatifs et qu'ils les utilisent d'une manière beaucoup plus intelligente. Et donc, ça doit permettre d'élever les qualifications de toutes et tous. Donc ça questionne la question de la formation initiale et continue. Donc tous ces sujets-là remettent en fin de compte au centre la question de l'humain, des collectifs de travail et l'utilité et le sens du travail. Donc ça, vous savez, plusieurs intervenants en ont parlé, mais je pense, et en particulier Alban en a aussi beaucoup parlé, je pense que c'est une question extrêmement importante, cette question de sens du travail, puisqu'on le voit, c'est certainement très vrai pour les jeunes générations, mais c'est aussi vrai pour les anciennes générations, c'est-à-dire la fierté de son travail, d'un travail bien fait, et la souffrance au travail quand on peut pas justement travailler correctement, quand on a des injonctions contradictoires qui nous obligent à faire un mal travail. Et aujourd'hui, le mal travail, il est chiffré d'ailleurs, et ça coûte très très cher quand il faut mettre des pièces au rebut ou et avec une aspiration quand on travaille mal, des gens à quitter l'entreprise, à la quitter plus vite donc cette question d'utilité sociale du travail, du sens du travail, à mon point de vue, elle est extrêmement importante et elle est liée aussi à une question de démocratie parce que quand on dit qu'il va falloir produire pour répondre aux besoins sociaux, aux défis environnementaux, ça veut dire que se pose la question de ce qu'on produit. Et ça, de mon point de vue, c'est des questions démocratiques très fortes, parce que c'est des questions qui doivent être débattues dans la société. Alors qu'aujourd'hui, la production, elle est quand même beaucoup décidée par les grands groupes. Alors effectivement, parler d'entreprise, c'est très large. Moi, je partage ce qui a été dit par les intervenants précédents parce que il n'y a pas grand-chose à voir entre une PME de 10 employés et puis un grand groupe de centaines de milliers d'employés à travers le monde. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce sont les grands groupes principalement qui sont d'ailleurs plus puissants que des pays, qui décident aujourd'hui des productions. Et d'ailleurs, ces grands groupes sont dirigés par leurs actionnaires et par les taux de rentabilité qui vont dégager pour les actionnaires. C'est la direction par les nombres dont parle Alain Suppiot dans ses livres. Et donc, ce sont ceux-là même qui décident de ce dont on a besoin et donc qui génèrent y compris des besoins et des désirs à travers la publicité et des frustrations quand on peut pas acquérir les objets donc qui nous vantent. Donc cette question de démocratie et de décider collectivement justement quels sont nos besoins, quelles sont nos productions, comment on va le produire et pourquoi on va produire, ça me semble extrêmement prégnant. D'où l'importance de repartir du travail
et de celles et ceux qui font le travail dans les entreprises, puisque je pense que ceux et celles qui font le travail sont le mieux à même de parler de l'organisation du travail, mais également de ce qu'ils produisent, comment ils produisent et pourquoi ils produisent. Et donc l'importance des collectifs de travail qui puissent être stables, qui puissent être créatifs, qui puissent avoir les moyens justement de faire ce dont parlait Alban, la création, l'inventivité, avec des croisements de compétences, de métiers. Et je pense donc que la réponse, pour moi, elle passe vraiment bien par l'organisation de collectifs de travail dans l'entreprise, et en particulier avec les jeunes générations, et par l'anticipation des évolutions du système productif, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, notre système productif va évoluer, mais qu'il faut qu'on puisse anticiper pour prévoir et pour avoir un projet collectif partagé qui nous emmène ensemble collectivement. Et ça, de mon point de vue, c'est le rôle d'un État stratège de pouvoir bâtir avec ses citoyens ce projet collectif partagé qui permettra justement de bâtir et de transformer notre appareil productif pour que les hommes et les femmes puissent avoir les formations initiales et continues qui correspondent et être au cœur de ces changements de société en fin de compte. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les défis environnementaux qui nous sont posés impliquent qu'on va devoir produire et consommer autrement. Donc je pense qu'on est vraiment devant un changement d'ordre civilisationnel et c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup Marie-Claire. Donc ouais, on y sommes arrivés au point d'engager le débat. Un aspect, donc on a évoqué beaucoup de sujets dans les présentations que vous avez faites. Je pense qu'on a été assez complet. Peut-être, je souhaiterais qu'on commence par une question qui est relativement simple que vous avez esquissée, mais sur laquelle vous n'êtes pas allé au bout. Donc on comprend ce que vous entendez, on esquisse ce que vous entendez par transition écologique, mais au fond, qu'est-ce que c'est le point d'arrivée ? Qu'est-ce que c'est le point d'arrivée pour vous de cette transition écologique avant d'étudier le comment est-ce qu'on y arrive, quel est le rôle des uns et des autres. Au fond, on part de cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec ce modèle économique, ce modèle industriel, ce modèle d'entreprise. Mais selon vous, la transformation qui est nécessaire de ce modèle va nous faire arriver à quel endroit ? Je ne sais pas qui veut commencer. Philippe, vous voulez commencer ? Oui, je veux bien, ouais, mais en fait, j'ai peur que la question nous amène très loin, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'objet. Bah, l'idée, ça serait, est-ce qu'il y a vraiment un point d'arrivée ? Moi, j'aime pas trop ça parce que je pense que ça, c'est montrer finalement, c'est se dire, là, on va serrer la ceinture et ça va être horrible pendant les 30 ou 40 ou 50 prochaines années, le temps qu'on fasse une formidable transition et puis nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants nous remercieront. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse enthousiasmer les foules démocratiques avec ça. Donc pour moi, le trajet, et ça a été dit aussi d'ailleurs tout à l'heure quand on parlait du sens, le chemin est aussi important que la cible, comme disait Lao Tzu, ou à peu de choses près. Donc il faut que la trajectoire elle-même soit sympathique. Donc uniquement se focaliser sur le but me paraît un petit peu embêtant à l'échelle d'une vie en tout cas. Alors par contre, si on se disait quel est l'objectif vers lequel tendre, bah c'est un objectif de neutralité carbone, c'est un objectif d'une biodiversité qui a arrêté de s'effondrer et qui peut-être se redéveloppe. C'est un objectif de consommer le moins possible de ressources non renouvelables parce que à chaque fois qu'on fait un smartphone aujourd'hui, en l'an 2200, ça fera peut-être un appareil en moins pour le dentiste parce que on peut pas tout recycler et donc effectivement on se pose la question des besoins réel, et ça c'est très difficile parce que définir ce qu'est un besoin essentiel et ce qu'est un besoin superflu, ça dépend de chacun et c'est très compliqué. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Pour certains c'est le papier toilette, pour d'autres c'est les librairies. Et je ne juge pas en disant ça. Donc voilà, c'est essayer de se réinscrire dans les limites planétaires avec effectivement le moins d'inégalités possible, le moins de malheur possible dans un trajet de 21e siècle qui va être un petit peu compliqué.
voit déjà. Enfin, je veux dire, il y a des grands mouvements géopolitiques, il y a des risques de migration climatique importante, etc. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, le XXe siècle, franchement, il n'a pas été non plus génial. Enfin, je veux dire, il y a eu des choses très bien et puis des choses moins bien. Et ça sera pareil pour le 21e. Donc, il faut s'inscrire de toute manière dans la trajectoire du déjà là, du coup déjà parti, et faire le mieux possible. Alban, vous souscrivez à ce que vient de dire Philippe. Comment vous pourriez prolonger la pensée? Totalement. Je voudrais réagir sur ce qu'il a dit concernant Enfin, je pense que c'est important aussi de se dire que c'est pas que du renoncement. On a tendance et c'est important de se le dire parce que oui, en effet, il va falloir qu'on renonce à beaucoup de choses et il faut pas être naïf sur le fait que on va pas pouvoir faire comme on a toujours fait. Enfin, comme on a toujours fait, hein, c'est comme on a fait sur les 50 à 100 dernières années. À l'échelle de l'humanité, même à l'échelle de quelques générations, finalement, c'est pas grand-chose. Donc, comme on a toujours fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire grand-chose. Donc, en effet, il va y avoir des renoncements par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, à la manière dont on consomme et dont on travaille et dont on s'organise par rapport à aujourd'hui. Je pense que c'est important, vraiment, et fondamental, et ça revient à ce que j'ai dit sur l'imagination, de se dire que ce chemin, il va être aussi pavé de choses qu'on va gagner. Alors ça peut paraître très naïf de se dire qu'on va gagner probablement du bonheur, du temps, de la qualité de vie aussi. Je me permets de le dire parce que moi, mon chemin, alors je vais parler comme Philippe de chemin parce que je sais pas si on peut savoir où on arrive et je crois en effet que c'est pas le sujet. En fait, oui, on pourrait se dire, il faut qu'on ait réduit, faut plus qu'il y ait de rouge dans ce schéma-là. Faut qu'il y ait que du vert. Ça pourrait être ça l'objectif. C'est un objectif qui est à très long terme, ça nécessite de penser le temps long et ça, en fait, le cerveau humain n'est pas fait pour penser le temps à cette échelle-là. Donc, je pense qu'il faut se dire que on ne verra pas, on n'arrivera pas à un point d'arrivée et que c'est pas le sujet. Que le sujet, c'est le chemin qu'on va faire pour aller vers quelque chose de mieux et de plus en plus mieux. C'est pas très très français ce que je dis, mais je pense que c'est ça l'idée. Et que le chemin, il va être pavé à la fois de renoncements, mais que par les renoncements, on va aussi gagner plein de choses. Et je vais utiliser mon exemple personnel, parce qu'il s'avère que moi, ça fait 15 ans maintenant, donc depuis que je suis sortie de l'école, que petit à petit, j'ai fait ce chemin, qui est un chemin très personnel, et chacun va avoir son propre chemin, mais je pense que c'est intéressant d'avoir des points de comparaison, des exemples. Moi, en fait, en 15 ans, j'ai modifié drastiquement mon régime alimentaire, mon moyen de me déplacer. J'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion pour des raisons personnelles. J'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. C'est des choix très personnels. Je dis pas aux autres qu'ils doivent faire ça ou que c'est ça le bon chemin. Mais en tout cas, c'est le chemin que moi j'ai pris. Et au départ, c'est un chemin de renoncement. Quand je dis je décide d'arrêter de prendre l'avion alors que je suis quelqu'un qui voyage énormément et qui adore voyager, c'est un renoncement. Je me dis, voilà, j'arrête de prendre quelque chose. J'arrête d'utiliser un moyen qui est quand même extrêmement efficace et extrêmement pratique. Quand je dis j'arrête de manger de la viande et du poisson, j'arrête quelque chose. Donc c'est pareil, ça peut être vu seulement comme un renoncement. Et mon chemin à moi, mon expérience à moi, elle m'a montré qu'en fait, ce qui est au départ un renoncement, je vais pas vous mentir, en fait, c'est très vite transformé comme quelque chose d'extrêmement positif dans ma vie. Je vais prendre celui qui peut paraître le renoncement le plus dur, c'est-à-dire d'arrêter de prendre l'avion. Mais du coup, comment est-ce que je peux voyager? Comment est-ce que je peux aller à l'autre bout du monde? Comment est-ce que je peux rencontrer me confronter à d'autres cultures ou à d'autres altérités? Et ben en fait, c'est juste que j'ai modifié drastiquement ma manière de voyager, comme j'ai modifié drastiquement ma manière de manger. J'ai décidé qu'en fait, j'allais voyager en train et en avion, et donc du coup, plutôt que de mettre 24 heures pour aller à l'autre bout du monde, ou même pas 12 heures en avion, et ben j'ai décidé que c'était ok de mettre 3 semaines en train pour aller jusqu'à Vladivostok. C'est pas si long finalement, hein, 2-3 semaines. Hein. Vous pouvez en 2 semaines arriver à Vladivostok, donc à l'autre bout de la terre, ou de me dire, ben voilà, en fait, je vais prendre mon temps pour voyager. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette façon de voyager m'amenait énormément de satisfaction et énormément de bonheur, beaucoup plus que quand je voyageais en avion. Et quand je faisais des sauts de puce à droite à gauche. Alors oui, certes, je passe un peu plus de temps, je vais
moins souvent à moins d'endroits, mais j'y trouve une satisfaction beaucoup plus grande. Mais ce n'est même pas comparable. Et donc je pense que c'est important aussi de raconter et d'expliquer que ces renoncements et ces chemins de vie, qui encore une fois sont très personnels, en tout cas, dans mon cas, dans mon exemple, tous les grands renoncements que j'ai faits pour des raisons écologiques et sociales m'ont tous amené au bout du compte et assez rapidement une beaucoup plus grande satisfaction que de contraintes. Donc voilà, je pense que c'est important aussi d'entendre ce message-là. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, pour abonder un petit peu dans le sens de ce qui a été dit, mais bon, la transition écologique, je pense que la question, c'est qu'elle doit permettre de répondre à la fois aux besoins sociaux et défis environnementaux qui sont posés, c'est-à-dire pour que l'homme puisse vivre avec la nature. C'est vrai que c'est pas une petite affaire, hein, c'est quand même un sacré défi qui est posé à l'humanité. Donc, c'est les émissions de CO2, c'est la biodiversité, tout ce qui a pu être dit précédemment. De toute façon, c'est incontournable. Hein. Ça a été dit par l'intervenant précédent, mais quand le GIEC annonce qu'il y aura à peu près, je sais plus où il en est, mais 200 millions de migrants climatiques, parce qu'il y a des endroits dans le monde qui vont être complètement inhabitables parce que l'eau aura monté ou parce qu'il y aura trop de sécheresse. Et quand on voit aujourd'hui les désordres géopolitiques, comment l'Europe n'est même pas capable d'accueillir les quelques migrants climatiques qui arrivent, donc on voit bien que c'est une question, y compris d'ailleurs, de stabilité du monde, hein, de paix et de guerre. Donc, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, la question, c'est déjà comment les citoyens vont reprendre la main sur ces enjeux-là. Et puis après, il faut aussi avoir des ordres de grandeur et savoir de quoi on parle précisément, parce que bien évidemment, les comportements individuels, ils sont nécessaires. Mais je crois qu'il faut, par exemple, dans la France, mais ça a été dit précédemment, les émissions de CO2, c'est principalement dû au transport et au bâtiment. C'est bien là-dessus qu'il faut agir en priorité. Par exemple, si on développe le fret ferroviaire, qu'on diminue les camions, on va déjà beaucoup diminuer nos émissions de CO2. Or, c'est à l'inverse qui a été fait il y a quelques années. On a mis des bus pour concurrencer, par exemple, des lignes SNCF. Donc, il y a des politiques qui vont à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc, il y a quand même déjà des choses au niveau de l'organisation collective de la société, dans les transports, dans l'isolation des bâtiments. Je veux dire, tous les gouvernements précédents ont fait des plans massifs d'isolation des bâtiments, mais comme les financements ne sont pas là, on n'avance pas aussi sur ce sujet-là, alors que ça peut donner des emplois de qualité et bien formés. Et dernière chose quand même, pour toujours pareil les ordres de grandeur, parce que c'est quand même aujourd'hui les 10% les plus riches de la planète qui émettent le plus de CO2. Donc on ne peut pas commencer à dire à ceux, y compris en France, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, que c'est à eux de faire des efforts. Je veux dire, déjà, si les plus riches diminuaient leur train de vie, parce que eux, c'est pas un aller-retour New York qu'ils font, hein, s'ils réduisaient leur train de vie, si on regardait aussi tout ce qui est causé par le secteur militaire, 10% des émissions de GES, c'est l'armement militaire et c'est les activités militaires. Je veux dire, il y a quand même des endroits où on peut réduire sans que ça pénalise ceux qui déjà ont du mal à vivre. Donc je pense qu'il y a vraiment un chemin à prendre, y compris pour que ça ne soit pas toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Merci, pour cette intervention. Et finalement, dans son chemin, dans ce propre chemin, on peut se demander quel est le rôle de l'ingénieur finalement en entreprise, hein, puisque cette table ronde, c'est aussi quels sont les challenges pour les entreprises face à cette transition écologique. Eh bien, on peut se poser la question de quel rôle finalement sont appelées à jouer les entreprises dans la transition écologique, mais aussi quel est le rôle de l'ingénieur, comment l'ingénieur en entreprise peut insuffler finalement ou finalement avancer dans cette transition écologique. J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Je sais pas, peut-être que André, on a déjà vu quelques éléments de l'expérience que vous avez au sein de Michelin. Peut-être que vous pouvez nous apporter quelques éléments. Alors, je pense que l'entreprise, dans une large mesure, elle agit dans un cadre réglementaire aussi. Donc, comme ça a été aussi dit tout à l'heure,
on a des contraintes financières, on a des contraintes de tout un tas de choses qui font que on dirige l'entreprise d'une certaine manière. On peut néanmoins avoir des volontés. C'est vrai que on peut pas faire la même chose dans les petites entreprises et dans les grandes entreprises. Par contre, dans les grandes entreprises, peut-être que quand on fait des choses, on a plus de levier ou plus d'impact qu'une petite entreprise. Donc, on doit à la fois, et je pense que ça, en tout cas, bon, c'est vrai dans mon entreprise, je sais pas si c'est la même chose partout ailleurs, mais la prise de conscience est là et le côté responsabilité sociétale de l'entreprise est quand même quelque chose qui devient une réalité et je pense qu'on a dépassé enfin, en tout cas chez nous, je pense qu'on a dépassé l'effet de façade ou simplement l'obéissance au cadre réglementaire, c'est-à-dire que on ne peut plus démarrer un projet chez Michelin maintenant sans donner en permanence à chaque fois les effets que le projet va avoir à la fois sur la finance, mais aussi sur la planète et sur les hommes. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit maintenant tout doucement dans notre ADN. On n'y est pas encore complètement, mais c'est quelque chose qui avance bien. Après, l'ingénieur lui-même, ce sont des sujets qui sont compliqués, très compliqués. Même simplement la simple mesure carbone du digital, c'est pas quelque chose de simple. On a été beaucoup à s'y mettre dessus, à se contredire et à se challenger pour arriver à faire des choses qu'on pense à peu près correctes, mais on sait que c'est pas vrai. Donc on sait qu'on a des progrès encore à faire dedans. Donc pour moi, l'ingénieur, c'est la personne aussi là qui va continuellement remettre en cause positivement, chercher les ruptures, les décalages pour arriver à faire progresser tout le monde et aussi par sa connaissance du monde extérieur, remettre ça dans l'entreprise et par ses contacts avec d'autres entreprises dans différents domaines. Je sais pas. Merci André. Vous avez évoqué une question qui est assez importante. On en a vu développer beaucoup la RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. J'aurais aimé avoir votre retour face à une dimension qui soit plus personnelle et individuelle. La RSE s'adresse à l'entreprise comme collectif, mais en tant qu'individu. Est-ce que quelque part, il ne faudrait pas compléter aussi cette responsabilité sociale des entreprises par une notion de responsabilité sociale des ingénieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question que vous posez à nous tous ou Ouais, vous n'êtes pas sûr de c'est bon, Vincent. André. Moi, je veux bien évidemment, mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que une entreprise finalement ça reste une somme d'individus. Donc oui, à partir du moment où on s'est dit ça, il y a une responsabilité individuelle. Cela dit, je rejoins aussi ce qui a été dit précédemment. Il faut pas non plus minimiser. Je pense que c'est trop facile de dire que la responsabilité ne redescend qu'au niveau des individus. La responsabilité est tout autant au niveau aussi des collectifs, au niveau des politiques, au niveau du secteur public et du secteur privé. Donc il y a une chaîne de responsabilité, mais on a tous en fait, ce qui est intéressant, c'est s'interroger dès qu'on a un poste, et c'est ça qui va être intéressant aussi dans les carrières d'ingénieurs, c'est qu'en fait, faire une définition générale du rôle de l'ingénieur, c'est extrêmement compliqué parce qu'on se rend compte que les ingénieurs, ils se retrouvent à plein de postes très différents. Il y a des ingénieurs qui vont se spécialiser dans des postes plutôt techniques et qui vont du coup avoir un moyen d'action sur la technique, comme le disait André, sur le fait de se réinterroger, sur refaire des calculs, sur trouver des moyens d'optimiser de réduire nos impacts via cette technicité, et c'est extrêmement important. Il y a des ingénieurs qui vont prendre des postes à responsabilité, qui vont prendre des postes de management, qui vont prendre des postes de direction, qui vont monter leur entreprise. Et donc là, ils vont avoir un autre moyen d'action qui est lui aussi tout aussi intéressant et important, parce qu'ils vont pouvoir décider, par exemple, je monte ma boîte ou je reprends la direction d'une entreprise plus ou moins grosse. J'ai les moyens d'action de décider tout d'un coup que mon comité de direction ne va plus être intéressé uniquement ou alors plus du tout au chiffre d'affaires, mais intéressé en très grande partie aux impacts environnementaux de mon entreprise. Donc ça, c'est une décision qui peut assez vite faire bouger les lignes et que je vais pouvoir prendre.
Il y a plein d'autres. L'ingénieur, il peut se retrouver dans le service des achats, ou il peut se retrouver au service logistique d'une entreprise. Et là, c'est pareil. Il a des moyens d'action qui sont phénoménaux. Se repenser intégralement une politique d'achat d'un grand groupe en se disant la manière dont on va choisir nos prestataires et la manière dont on va travailler avec nos prestataires, et ben ça peut avoir une influence et un impact environnemental et social immense. Et ça, on a tendance à minimiser pour le coup. On a toujours tendance à se dire, ok, je peux faire des choix personnels, ça j'ai la main dessus. Mais dès qu'il s'agit des choix que je vais faire dans l'entreprise, j'ai plus la main dessus. C'est le collectif, je dois suivre les règles, etc. On a tendance à minimiser énormément le poids, l'importance et la capacité à faire bouger les lignes d'une entreprise. Je pense que c'est aussi une idée reçue qu'on peut avoir. On a l'impression que c'est beaucoup plus facile de faire bouger les lignes dans une start-up ou quand on a monté son entreprise que dans une grosse boîte. Moi, par expérience, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi avec des startups, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé dans le secteur public. Je peux vous dire qu'en fait, les difficultés à faire bouger les lignes vraiment avec une importance d'impact, une importance avec beaucoup sur une grande échelle, elle est complexe à tous les niveaux. Donc, faut pas se dire, en fait, il y a un endroit où c'est plus facile qu'un autre. Par contre, se dire, où que je sois, quel que soit le poste que j'ai et le niveau de responsabilité que j'ai, eh ben, il y a des choses auxquelles je peux penser, il y a des choses que je peux faire bouger. Ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. On minimise vraiment souvent la capacité d'action qu'on a, surtout en tant qu'ingénieur. Je rejoins aussi ce qui a été dit. Il y a quand même une responsabilité de notre corporation. Nous avons la chance d'avoir plutôt des bons salaires, d'avoir des postes intéressants et larges. On fait partie de cette tranche de la population qui aujourd'hui a plutôt moins de difficultés d'emploi, etc. Ça veut dire qu'on a une capacité à faire bouger les lignes, ne serait-ce que par la façon dont on va se faire recruter et vers quelle entreprise on va décider d'aller en phase de recrutement. Déjà là, en fait, on a une capacité d'action immense. Dire à une grande entreprise dans un processus de recrutement, moi en fait vous m'intéressez pas parce que ce que vous mettez en place, je trouve que c'est pas suffisant en termes de RSE. Je peux vous dire que au bout de 15 ingénieurs qui disent ça sur des gros postes, la boîte elle réfléchit. Elle réfléchit vraiment beaucoup parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle joue sa pérennité, son existence au fait que les gens ne veulent plus, elle est plus attractive pour les gens qui font tourner la boutique parce qu'elle n'a pas mis en place ce qu'il fallait. Donc, je pense que c'est important de bien garder ça en tête et qu'il y a une responsabilité, je rejoins Marie-Claude, il y a une responsabilité aussi des gens qui ont plus de facilité, des riches, des gens qui ont moins de difficultés d'emploi, de prendre le lead sur ces sujets-là et de prendre plus de risques que les autres. C'est fondamental de se dire que oui, c'est à nous de prendre plus de risques et de faire plus de choix drastiques pour faire bouger les lignes et qu'on n'a pas à demander à ceux qui sont déjà dans une grande difficulté de faire bouger les lignes à notre place. Merci Philippe, vous vouliez intervenir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Alban et je vais même rajouter des trucs qui vont faire plaisir à Marika, je pense. Juste l'ingénieur, on se refait l'étymologie. L'ingénieur, c'est pas celui qui est ingénieux et qui convoque l'intelligence collective. L'ingénieur, c'est celui qui s'occupe des engins de guerre. C'est né comme ça. L'ingénieur, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, avec l'invention, enfin plutôt l'importation de la poudre à canon, c'est celui qui fabrique des engins pour balancer des trucs dans des villes et celui qui fabrique des remparts et des fortifications pour protéger ces mêmes villes. C'est Vauban, quoi, l'ingénieur. Et puis un peu après, au XVIIIe siècle, avec l'invention de la machine à vapeur, on va s'occuper d'autres engins, engine en anglais, des moteurs, des machines, engineer en anglais. Et puis après, on va faire des ponts et chaussées. Et puis on va s'occuper ensuite des mines et des manufactures. Voilà. Donc l'ingénieur, il porte au départ une responsabilité un peu lourde. C'est un ingénieur pour faire la guerre. Donc on est un petit peu loin de ça maintenant, peut-être. Enfin, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent dans l'armement, qui reste peut-être une des zones les moins désindustrialisées de France, d'ailleurs. Voilà. Donc la question, en fait, c'est effectivement de dire
est-ce que je peux transformer le truc de l'intérieur, et puis en plus à l'intérieur il fait plus chaud, comme on dit, ou est-ce que je fais défection et je vais monter ma start-up tout seul de mixeur de jus de fruits à pédalier autonome, ça peut évidemment se pose, et on peut pas répondre à votre place. Il y a autant de trajets de vie, autant de possibilités qu'il y aura d'envie et de choix personnels. Il y a des gens qui vont peut-être faire 4-5 ans dans une grande entreprise et puis qui vont ensuite, après s'être formés, etc., aller monter leur truc dans une aventure collective avec des gens qu'ils auront croisés. Puis il y en a d'autres, ils vont faire toute leur carrière dans la grande entreprise parce qu'effectivement, ils considèrent que, d'abord, voilà, on a besoin quand même de gens pour gérer des trucs, et même si le scope 3, et merci à Michelin de calculer le scope 3, hein, d'ailleurs, est affreux. Bah oui, mais bon, quand le camion qui livre, je sais pas quoi, les vaccins, machin truc, c'est quand même utile qu'il ait des pneus, quoi. Donc voilà, donc ça ouvre des questions sur l'utilité, évidemment, mais on sait que dans toutes les activités, il y a des choses très utiles et des choses absolument affreusement inutiles. Et si vous bossez, je sais pas, chez un fabricant de tractopelles, peut-être de temps en temps, c'est pas mal de pouvoir creuser une tranchée avec un tractopelle plutôt que mettre 40 personnes avec une pelle et une pioche, comme on pouvait le faire il y a 100 ans. Et puis à côté de ça, si le même tractopelle ou bulldozer, il déforeste pour installer une nouvelle route et une nouvelle mine au milieu de la forêt équatoriale, c'est moins sympa. Donc voilà, donc, de toute manière, voilà, il y a un petit peu tout ça qui rentre en ligne de compte, et on n'a pas de leçon parfaite à vous donner. Simplement, mettez-y du cœur, mettez-y de l'engagement, mettez-y de la curiosité, mettez-y de l'enthousiasme, mettez-y de l'énergie renouvelable. Enfin, je pense que moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une histoire de masse critique, une sorte de masse critique. Alors ça va plaire, je pense, à la CGT. Hein, ça ne veut pas dire forcément d'aller défiler tous les jours dans la rue, mais vous pouvez y aller aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, en fait, il y a des choses aujourd'hui qui étaient inaudibles, indicibles il y a 10 ans. Je vous parle pas il y a 20 ans. Et dans les entreprises, ou à l'extérieur d'entreprise, ou ce qu'on dit aujourd'hui, enfin, moi, je suis directeur général d'une boîte de 1000 personnes dans un grand groupe qui s'appelle la SNCF, et je vous raconte qu'il faut faire de la décroissance, qu'il y a des trucs qui servent à rien, qu'il y a des choses qu'il va falloir arrêter. Enfin, c'est juste inimaginable il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc la parole se libère, le référentiel bouge, les choses bougent. Parfois d'ailleurs, ça peut bouger plus vite qu'on ne croit. Hein. Regardez la crise sanitaire, sur la pratique du vélo, sur le télétravail, sur la bienveillance qu'on peut avoir à se dire, tiens, on se voit en numérique plutôt qu'en vrai, même pour faire des entretiens de recrutement, des choses comme ça. Il y a des choses assez folles qui peuvent aussi quand même apparaître de temps en temps. Et donc le référentiel, il est en train de bouger, et il bouge grâce à la masse critique, si vous voulez. C'est-à-dire que, bien sûr on est tous d'accord que l'entreprise, elle est contrainte dans son écosystème de fournisseurs, de clients, d'employés, etc. Et des problèmes fiscaux, réglementaires et autres, et financiers. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, à force de libérer la parole et à force d'être masse critique, il y a des gens chez les fournisseurs qui ont envie, qui viennent nous voir avec des solutions et des idées. Il y a des clients qui nous poussent à bouger. Il y a un moment la puissance publique qui, elle, dit, tiens, il y a quand même des envies de citoyens, il y a des envies d'entreprise, il y a des gens sérieux qui commencent à raconter des trucs. Et donc, c'est tous ces bougers-là. Et le pari qu'il faut faire, c'est un pari parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver, hein, mais enfin, ça n'empêche pas de se jeter dans la bataille. C'est même indispensable de se jeter dans la bataille. C'est même le plaisir de vie qu'on y trouvera, c'est de se jeter dans la bataille. C'est indispensable. Il y a même une autrice qui s'appelle George Eliot au 19e siècle qui a dit c'est pas la peine de mener des combats qu'on est sûr de gagner. C'est pas ça le courage. Le courage, c'est de mener des combats qu'on est sûr de perdre. Bon, alors je sais pas si on est sûr de perdre ce combat. De toute façon, c'est comme on le dit, c'est pas un match qui se termine à la deuxième mi-temps en 2050. Mais voilà, il faut y aller. Et je pense que plus on sera nombreux à libérer la parole, plus on sera nombreux à s'interpeller en interne, en externe, partout, à se dire à chaque fois quand on peut bouger, à se poser la question de l'utilité, à se poser la question du juste besoin, à se poser la question de qu'est-ce que je peux faire, et parfois peut-être c'est sur 1% du scope de l'entreprise, et puis parfois ça sera sur 50%, eh bien ça sera bien, quoi. Et effectivement, les ingénieurs, ils ont toute leur place là-dedans. Peut-être qu'ils ont été historiquement un petit peu, je sais pas comment dire, inféodés à d'autres
fonction de l'entreprise, parce que voilà, la finance prime, parce que le marketing prime, parce que je sais pas quoi. Et bien aujourd'hui, voilà, il faut qu'on se réveille un peu aussi et qu'on se dise dans une logique tout à fait pluridisciplinaire et systémique. Non mais ça, on va pas faire ça, c'est vraiment trop dégueu. Moi, ça m'intéresse pas de bosser là-dessus, et donc je bosserai pas là-dessus et je mobiliserai pas mon service là-dessus. Alors c'est très compliqué, c'est hyper courageux de faire ça, c'est hyper difficile. Solzhenitsyn, dans les années 70, il disait le système soviétique s'effondrera quand à chaque fois qu'on racontera une connerie dans une salle, les gens se lèveront et partiront. Alors pour ceux qui partiront en premier, ça sera très difficile. Il savait de quoi il parlait parce qu'il s'était levé dans les premiers. Mais n'empêche que effectivement, 10 ans plus tard, la glasnost, c'était de dire ça c'est une connerie et ça a fait effondrer le système soviétique. Aujourd'hui, on est encore à moitié dans un système soviétique et à moitié pas, je pense. Avec des choses qui restent encore de la façade, du développement durable, du greenwashing, il y en a encore un peu. À mon avis, de moins en moins. Je pense que les entreprises sont en train de devenir sincères pour les raisons qu'on a exposées tout à l'heure. Mais il en reste. Il faut bousculer ça. Il faut bousculer nos habitudes et nous mettre un petit peu en danger, effectivement, pour faire bouger les lignes, contribuer à faire bouger les lignes. Alors merci Philippe, vous avez dans votre intervention évoqué un sujet qui je pense va intéresser fortement nos étudiants et nos anciens chercheurs. Nous avons dans nos écoles, nous sommes très concernés par le numérique et vous avez mentionné tous les avantages qu'il peut avoir, notamment à la visio, pour diminuer les transports des personnes, faciliter les relations. Je vais me faire le porte-parole de certaines questions qu'on a compilées, qu'on voit apparaître. Donc le numérique est souvent décrié pour ses impacts écologiques. On parle des ressources rares, des terres rares, des matières rares et énergétiques. On parle aussi de sa dépense énergétique. On a tous en tête les derniers dans la presse le coût énergétique du minage du Bitcoin ou le stockage massif des données. Et puis on a aussi d'autre côté André qui nous a illustré tous les avantages que peut avoir le numérique pour la réduction la réduction de consommation d'énergie, de carbone dans les process industriels. Du coup, une question assez générale, est-ce que c'est une chance ou un problème dans la transition écologique et quel est peut-être plus spécifiquement son rôle? Qu'est-ce que faites-vous? J'attaque ou je laisse Vincent y aller? Mais moi je pense que, c'est encore une fois, c'est une question de discernement et d'utilité. C'est-à-dire que, oui, il y a du numérique très utile et puis il y a du numérique affreusement inutile. Tout à l'heure, on est en train de parler de renoncement ou pas. Si on renonce à la voiture individuelle, c'est super, il y a d'autres choses qui se passent, la ville est moins bruyante, les enfants peuvent jouer dehors, je sais pas quoi. Dans le numérique, il y a des renoncements aujourd'hui qui sont des non-renoncements. Je vous rappelle juste que l'évolution des formats des vidéos qui nous oblige à rajouter tous les jours des data centers, des centaines, des milliers de data centers sont en projet aujourd'hui dans le monde, à rajouter des câbles transocéaniques, etc. C'est parce que les formats des vidéos évoluent avec un nombre de pixels par centimètre carré qui dépasse l'œil humain, avec un nombre d'images par seconde qui dépasse l'œil humain et un nombre de couleurs qui dépasse l'œil humain, la capacité de discernement du cerveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on rajoute des data centers et des câbles transocéaniques et qu'on dépense de l'énergie. C'est juste barge. Donc, le problème du numérique, c'est tout le problème de la technologie, c'est qu'on n'arrive jamais à sortir le bébé du bain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses très bien dans le numérique, bien sûr, on va en trouver, il n'y a pas de problème. La radio numérique, l'interprétation chez le radiologue, je sais pas quoi, l'intelligence artificielle pour apprendre à décrypter le langage des baleines, que sais-je. Mais que 99% des usages, peut-être pas 99, mais les 90%, c'est pour des trucs qui servent à rien, du marketing, pour nous envoyer des offres furieusement géolocalisées et personnalisées, etc. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à séparer les deux trucs. Et ça, c'est le grand mystère de la technologie. On entend encore des gens, en 2022, c'est dur, mais qui disent, la technologie, c'est neutre, ça dépend ce qu'on en fait, ça peut être positif, ça peut être négatif, parce qu'avec mon couteau, je peux tuer mon voisin ou éplucher des carottes. Mais non, ça marche pas comme ça. La technologie, elle est toujours positive et négative. Elle est ambivalente, disait Jacques Ellul. C'est-à-dire qu'on a toujours les côtés positifs et les côtés négatifs. Vous pouvez pas avoir Internet avec seulement Wikipédia, sans, je sais pas quoi, le harcèlement en ligne, etc. Donc, il y a une question de régulation qui, in fine, doit être étatique, doit être fait par la puissance publique et avec finalement un débat démocratique sur comment on minimise les mauvais côtés et comment on essaye de flécher et de maximiser les bons côtés. Donc
voilà, donc l'empreinte environnementale numérique, c'est un truc hyper compliqué. Je pense que André l'a un peu expliqué tout à l'heure. Même à la limite la chaleur fatale de votre ordinateur, si vous êtes l'hiver chez vous et que ça chauffe votre appartement, finalement c'est pas très grave. Et puis quand ça chauffe la voiture de TGV au milieu de l'été qu'il faut climatiser et tout le monde regarde une vidéo en Wi-Fi dans le train, là c'est compte double en fait, c'est la chaleur fatale de l'ordi plus la climatisation du train, quoi. Donc c'est hyper compliqué de dire est-ce qu'il faut affecter ce numérique au chauffage, au numérique, voilà. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, la plupart des évolutions, elles sont sur un mésusage, et c'est ça qu'il faut absolument réfléchir ensemble. Alban, vous voulez intervenir? Ouais, c'est juste pour compléter rapidement, mais tu as dit le terme, je pense, qui est fondamental à la fin, c'est la question de l'usage. En fait, on a tendance à parler de la technologie aujourd'hui, mais c'est vrai dans le numérique, mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup étudié le développement urbain, c'est extrêmement vrai dans le développement urbain, dans les mobilités, dans pratiquement tout ce qu'on invente. Il faut qu'on pense la question de l'usage. Et il y a des usages qui sont bien, qu'on parle de la 5G. En effet, de développer des usages numériques ou de la 5G dans des réflexions médicales ou pour pouvoir faire des opérations extrêmement sensibles à distance. Là, l'usage, il fait sens. Je reviens à la question du sens. Oui, là, ça fait sens. Et je pense que personne trouvera à redire là-dessus. Développer tout un réseau de 5G pour que on puisse regarder des vidéos de chats dans le métro, je pense que collectivement aussi, on peut se dire que ça, en termes d'usage, c'est OK, on peut s'asseoir dessus. Ça va pas révolutionner le monde de pouvoir regarder des vidéos de chats dans le métro avec une perception et une vitesse qui dépasse le cerveau humain. Donc, je pense que c'est vraiment, et c'est le rôle des concepteurs, des ingénieurs, des architectes, de se dire, en fait, je dois développer et des entreprises, je vais développer des services pour un certain usage. Et il y a des choses qu'on va développer pour un certain usage, et il y a des choses qu'on va développer pour d'autres usages. Et se dire qu'une même technologie doit servir tous les usages, ça, je pense que c'est un vrai problème. Je rejoins aussi ce qui a été dit sur le choix. C'est-à-dire que la régulation et le choix, il y a des choses qu'il va falloir que drastiquement on se dise collectivement. En fait, c'est des vrais choix de société, et c'est fondamental de se poser ces questions de ces choix de société. Là, en fait, ça nous paraît débile en tant que société que, encore une fois, qu'on puisse permettre de regarder des vidéos de chats dans le métro avec une vitesse qui dépasse le cerveau humain. Collectivement, on peut se dire ça peut-être. Enfin, je pense que c'est intéressant de se le dire. Et ça paraît pas si compliqué que ça. Mais ça pose la question de voilà, collectivement, en tant que société, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus, qu'est-ce qu'on interdit. Merci Alban pour votre intervention. Je voulais prendre. André voulait réagir. Oui, André bien sûr. Oui, je voudrais réagir aussi. Moi aussi, s'il vous plaît. D'accord, pas de souci. Moi, j'aimerais réagir, c'est que quelque part l'usage, aujourd'hui, c'est un usage qui nous est poussé par des gens qui ont fait du marketing qui va bien avec. Et moi, je pense qu'on pourrait aussi cultiver, alors quelque part, du marketing inverse, de notre intelligence collective, peut-être de la honte. La honte à prendre l'avion, ça existe. La honte à regarder des vidéos de chats dans le métro quand il roule, on peut peut-être cultiver ça aussi. Et là, quelque part, je pense que nous, en tant que quand les vidéos de chats ne seront plus regardées, on arrêtera d'en produire. Donc, on a aussi notre mot à dire, on peut faire quelque chose. Oui, Marie-Claire. Oui, moi je voulais rebondir sur la première intervention, enfin dans la suite de ce qui a été dit par Philippe. Je partage. Moi, il n'y a pas de neutralité technologique, c'est-à-dire une technique, une technologie, c'est une cristallisation de rapports sociaux et portant en elle un projet de société. Donc l'idée, c'est de se poser la question, comme ça a été dit précédemment, de l'utilité sociale. Mais ça, c'est un débat démocratique, effectivement, et qui est pas si simple que ça. C'est pas un débat qui est simple à mener. Oui, je pense que c'est stupide de regarder des vidéos de chats dans le métro, mais il y en a un paquet de gens qui le font. Donc l'idée, c'est pas stigmatiser les gens. C'est d'arriver à avoir ces débats-là, parce qu'effectivement, les technologies, de mon point de vue, elles doivent être là pour soulager le travail.
et donc permettre justement que de dégager du temps pour la créativité, pour avoir un travail justement, avoir plus de temps, pour avoir des collectifs de travail qui sont créatifs, qui sont stables, et puis peut-être aussi pour travailler moins, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que souvent la numérisation dans les entreprises est introduite pour supprimer des emplois, alors qu'on pourrait également diminuer le temps de travail. Après, juste un mot sur le débat précédent, mais très rapidement. Moi, je pense que la question est très importante. Il faut que le citoyen, il reste citoyen quand il rentre dans l'entreprise. La question de la place de l'entreprise dans la société, pour moi, elle est extrêmement importante. Et donc, il faut que quand on rentre dans l'entreprise, salarié, travailleur, ingénieur, cadre, technicien, il faut qu'on reste un citoyen. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des droits. Il faut qu'on ait les droits de dire, il faut qu'on ait les droits de refuser, il faut qu'on ait les droits de retrait. Mais ça, de mon point de vue, je pense qu'on se trompe si on dit que ça va être des responsabilités individuelles. Parce qu'aujourd'hui, la société est déjà énormément individualisée. Et on tend à mettre la responsabilité sur les gens, y compris dans l'entreprise. On passe du savoir-faire à du savoir-être. On donne des objectifs aux gens et s'ils remplissent pas leurs objectifs, des fois, c'est sur leur salaire qu'il y a des impacts. Enfin, vous voyez, donc les choses sont déjà très individualisées, y compris l'arrivée massive du télétravail avec la crise sanitaire. On mesure pas ce que ça va avoir comme impact sur la transformation des entreprises, mais en tous les cas, ça va. Je pense que le télétravail, il y a des choses effectivement très intéressantes parce que ça intéresse pas mal de gens qui ont des transports, c'est moins. Mais il y a aussi la face, c'est ce que disait un petit peu Philippe Brix aussi avant, avantages inconvénients par rapport au collectif de travail. Et moi, je pense que cette question de collectif de travail, justement, de responsabilité collective, elle est extrêmement importante. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est un point extrêmement important aujourd'hui dans la vie des entreprises, depuis notamment le début de la crise sanitaire, ce problème, c'est ce télétravail qui finalement peut apporter bien-être à certains, mal-être à d'autres, et aussi sur le collectif et sur la façon de travailler. Il y a un point que l'on n'a pas abordé et qui est source d'une question des spectateurs. Quels sont les leviers d'action des pouvoirs publics pour permettre aux entreprises de faire face à ces enjeux? Donc, est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur cette question? Je vois Alban qui sourit. Bien très vite, la réglementation. Oui, Philippe en a parlé, mais c'est un outil incroyable, la loi. Voilà, ça reste très fort. Et puis l'exemplarité. Je pense que c'est deux sujets intéressants, que ce soit sur les enjeux environnementaux et sociaux. Oui. Alors moi, je rajouterais bien l'aspect fiscal. Pardon, Philippe, je vais juste préciser sur la réglementation, parce qu'on a toujours tendance à voir la réglementation comme quelque chose de restrictif et de contraignant. Il faut de la réglementation contraignante, mais il y a aussi des façons de faire de la réglementation qui soit de la réglementation qui favorise certaines pratiques. Et donc souvent en fait c'est le cas quand on fait une réglementation contraignante, il va y avoir aussi du coup le fait de favoriser d'autres pratiques. Donc on peut voir la réglementation vraiment selon ces deux angles, faire des réglementations qui soient très contraignantes sur lesquelles typiquement on va faire payer des amendes si vous ne faites pas bien quelque chose. Et puis il peut y avoir aussi des réglementations positives, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui vont plutôt dire si vous allez vers telle pratique, on vous fait des déductions d'impôts, on vous accorde des aides, etc. Donc il y a vraiment ces deux façons de voir la réglementation, mais c'est un outil extrêmement puissant. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alban. Ouais, donc il y a effectivement le réglementaire, normatif, législatif, indéniablement, parce que finalement c'est la puissance publique qui crée le marché, qui crée les conditions de ce marché à travers ça. Il y a l'exemplarité, j'aime beaucoup aussi. Moi, j'ai un truc qui me tient à cœur, c'est la numérisation de l'école. On n'a pas appris, il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent qu'on apprend mieux avec un ordinateur, et pourtant on met des ordinateurs partout à l'école à la place des livres. Désolé. Et voilà, là c'est l'exemplarité des pouvoirs publics qui finalement à tous les étages font accélérer la machine au lieu d'essayer d'un peu de la freiner, y compris avec des problématiques d'addiction et autres. Bon, mais il y a deux autres trucs. Il y a le pouvoir prescriptif, ce que la puissance publique achète à tous les étages. Alors ça peut être la commune qui avec les cantines bio et puis des administrations et je sais pas quoi jusqu'à
jusqu'à quel type de, je sais pas quoi, de voiture, d'ordinateur, de trucs on peut acheter, parce que voilà, la puissance publique représente un marché important, donc elle peut soutenir des filières, elle peut développer des filières. Et puis il y a un autre truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question fiscale. Je pense qu'en fait, on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'action de la productivité, notamment Marie-Claire, avec le fait de dire qu'évidemment, au début, la productivité, le travail de la machine, il permet sans doute encore un peu d'enlever de la pénibilité dans un certain nombre de travaux manuels, et puis ça a permis un fol développement évidemment de notre consommation, parce que évidemment c'est heureusement que les machines sont là pour travailler et que les usines sont très automatisées, etc. Sinon ça serait difficile de consommer autant en faisant tout à la main. Donc la productivité, elle est recherchée. Elle a été au début plutôt recherchée, on va dire, peut-être justement pour augmenter la production, mais aujourd'hui, elle est recherchée parce que le salaire coûte cher, parce que les gens coûtent cher, effectivement. Et le numérique, c'est quoi? C'est une énième couche pour remplacer, des gens par des machines, quoi, des guichetiers par des bornes d'accueil ou par votre truc SNC, enfin votre site pour commander en ligne. Donc et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le système fiscal dans lequel on est fait que le travail humain est cher. Alors, ok, c'est bien parce que c'est des normes des normes sociales élevées, ça permet de payer des retraites, l'assurance chômage, l'assurance maladie, il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, par contre, la partie environnementale, ça coûtera toujours moins cher de mettre une machine à la place d'un humain aujourd'hui, parce qu'on prend pas les externalités, la consommation d'énergie, les émissions de CO2, la consommation de ressources de ces machines. Donc, toutes les administrations, toutes les entreprises, grandes comme petites, à chaque fois qu'elles ont un choix à faire quelque part financier, eh bien, elles vont aller vers la machine, elles vont aller vers le numérique, et en plus, c'est vachement mieux parce qu'en plus, la machine fait pas grève. Donc, si j'exagère un peu. Donc, de toute façon, tout le monde a envie de faire ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je pense que pour accompagner l'envie de transition des entreprises, des citoyens, etc., il faut faire évoluer le système fiscal dans lequel on est, qui fait qu'aujourd'hui on a 400 milliards de cotisations sociales en gros qui sont prélevées sur les salaires, et puis on a peut-être 10 milliards d'euros de taxes environnementales, et je compte large, je compte pas l'essence, mais voilà, la taxe carbone qui a mis tout le monde sur les ronds-points, c'est quelques milliards d'euros. Donc on a un rapport de 1 à 100 sur ce truc-là, et malheureusement, beaucoup de solutions environnementales, beaucoup de pratiques d'économie circulaire de demain, etc., réparer des choses, faire du réemploi, etc., ça, c'est consommateur de main-d'œuvre, ça s'automatise pas bien, quoi. Si je veux aujourd'hui, moi, démolir un bâtiment et récupérer plein de matériaux pour les réemployer, eh bien, c'est beaucoup plus cher de faire de la déconstruction précautionneuse que d'arriver avec une grosse pince mécanique et faire schronk, mettre dans un camion et envoyer à la décharge. C'est comme ça. Et donc, si on fait pas bouger ce truc-là, ça sera extrêmement difficile de rentrer dans une économie de la réparation. C'est pareil avec votre fer à repasser quand il est en panne, vous allez chez votre réparateur de fer à repasser qui vend aussi des fers à repasser neufs, fabriqués en Roumanie ou je sais pas quoi, et il va vous dire, mais attendez, rien que de l'ouvrir ou faire le diagnostic, ça va vous coûter le prix du neuf. Donc, vous allez forcément acheter un neuf parce que vous n'êtes pas complètement, ou alors vous êtes très très engagé. Si vous êtes prêt à payer un truc plus cher qui sera pas garanti, pour la planète, il y en a qui vont le faire, mais il y a beaucoup de gens qui n'auront pas les moyens de le faire. Donc l'évolution fiscale est aussi un truc très important. Merci beaucoup Philippe. Alors, on est malheureusement arrivé au bout de cet échange. On avait encore énormément de sujets à aborder avec vous. C'était pas absolument passionnant. Et malheureusement, il faut qu'on s'arrête. Je vais conclure. Nous avons quelques questions d'auditeurs sur les ressources pour aller plus loin. Donc, ne vous inquiétez pas, vous disposerez de tout ça. On met une liste à disposition pour que, à travers vidéos, documents, vous puissiez aller plus loin sur ces sujets-là. Et il nous reste plus qu'à remercier infiniment à la fois nos auditeurs de nous avoir accompagnés et de nous avoir posé les questions, et puis nos invités d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.